Radio Ici Maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, tous les mardis soirs à partir de 23 heures et le dimanche de 14 heures à 16 heures. Une série produite par Didier Deplège, Alexandre à la réalisation. Nous sommes en compagnie de Francine Fouéré, comme il y a de cela presque 20 ans, 18 ans exactement, nous avions consacré une émission avec elle et son mari, René Fouéré, une émission sur Krishnamurti d'une part et sur les activités du GEPA. Autrement dit, on va aborder les phénomènes OVNI avec Philippe Muller pour la première partie et Robert Roussel pour la seconde partie. C'est le choix de Francine Fouéré d'être accompagnée de ces deux personnages. Première partie, donc, l'intérêt que portait René Fouéré à ce personnage qui est Krishnamurti. Krishnamurti est parti en 1986, René Fouéré nous a quittés en 1990, et donc je rappelle que cette émission, avec lui et Francine Fouéré, cette première émission sur l'antenne d'Ici et Maintenant, avait eu lieu en 1988. Alors, pour présenter Philippe Muller, le premier interlocuteur, disons que lui, depuis 20 ans, est l'un des éditeurs et rédacteurs en chef de la revue Le Troisième Millénaire. C'est une revue, disons, de bibliothèque d'excellente qualité, qui s'honore de signatures vraiment prestigieuses. Je veux dire que la liste des abonnés à cette revue doit être très enviée parce qu'elle compte tous ceux qui en France sont concernés par la spiritualité sous tous ses aspects. Et c'est un travail remarquable d'éditer cette revue depuis 20 ans. Donc soyez-en félicités, Philippe Muller qui nous rejoint maintenant. Merci, bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, ça fait 20 années en fait que nous œuvrons à cette revue Troisième Millénaire. Et cette rencontre de ce soir, c'est un petit peu comme un anniversaire aussi avec cette rencontre qu'il y avait eu il y a 20 ans maintenant avec René Fouéré, qui a été l'un des premiers participants à ce premier numéro qui démarrait en 86, en mai 86. Nous rendions précisément avec ce premier numéro un hommage à Krishnamurti, qui venait de partir, et Troisième Millénaire arrivait en rendant avec ce premier numéro un dossier d'hommage à Krishnamurti, avec pour signature, entre autres, René Fouéré. Donc je suis très heureux de voir Francine aujourd'hui, et de pouvoir m'entretenir avec elle sur cette partie importante de la passion qu'a portée René Fouéré toute sa vie, on peut dire, et qui l'a amené à approfondir et surtout à faire connaître en français, en version française, l'œuvre de Krishnamurti. Alors, les présentations du côté de Philippe Muller sont faites. Juste un mot pour établir un contact avec l'édition de la revue. Il y a une adresse Internet, il y a aussi une adresse postale. Alors, l'adresse Internet, rapidement, évidemment, c'est www.revue3emillénaire.com. Pour le site, l'adresse postale Troisième Millénaire, Les Milleries, LES, plus loin MI2LERIS, 89 520 Fontenoy, NOY à la fin. Très bien. On redonnera ces coordonnées en fin de cette première partie d'émission. Et précisons que la revue donc, est trimestrielle et que son abonnement est de 30 €. Voilà, représente 30 € annuels. Parfait. Donc, si on peut contribuer modestement à faire connaître cette revue, elle est vraiment prestigieuse. Je vous remercie beaucoup. Alors, Francine Fouéré, vous êtes heureuse de cette rencontre téléphonique avec Philippe Muller et le bien qu'il a dit déjà? Très heureuse, parce que le travail qu'ils font avec une équipe dynamique, comme j'ai dit, est vraiment très, très beau. C'est un travail de qualité, avec des photos, un papier, tout ça. C'est une très, très belle revue. Et ça prend beaucoup de temps, évidemment, et je trouve que toute l'équipe a le mérite de faire quelque chose de valable et qui sera valable même en dehors du temps. Alors, nous allons évoquer Krishnamurti et René Fouéré. René Fouéré qui a côtoyé Krishnamurti en votre compagnie pendant près de 60 ans. Il a traduit une bonne partie des entretiens de Saanen en Suisse, et il a publié plusieurs ouvrages, et vous lui rendez hommage en publiant vous-même Bienveillance au courrier du livre, hommage à René Fouéré, qui est un livre, disons, compagnon, complémentaire de ce qui avait été publié jusqu'à présent, toujours au courrier du livre,
dans la mesure où ça rassemble des articles, des notes et puis des anecdotes aussi de René Fouéré sur le personnage de Krishnamurti, les raisons de son intérêt. Alors, comment aborder Krishnamurti, Philippe Muller? Je vais vous laisser cette tâche un peu difficile de tenter de cerner le personnage et ce qu'il apporte. Oui, c'est en fait un peu difficile parce que je ne suis pas historien. Il faudrait presque parler de Krishnamurti en tant qu'historien. La seule chose que je peux rappeler, c'est que Krishnamurti a été trouvé sur une plage en Inde, a été reconnu, on pourrait dire peut-être, là je mets un peu le terme entre guillemets, peut-être par des dons de clairvoyance de certains hauts théosophes de l'époque, puisque c'est dans la société théosophique. Oui, la rencontre sur cette plage de théosophe Leadbeater, sa découverte par la brillance de son aura, dit-on. Oui, dit-on. Oui, c'est quoi, c'est 1919, Francine? Avant. Ou un peu avant. En tout cas, c'est tout au début du XXe siècle. Et cet homme tout à fait remarquable a, tout à fait au début, alors qu'il était dans le cadre éducatif, si je peux dire, de la société théosophique, auprès de personnes qui avaient beaucoup d'affection à son égard et qui l'ont vraiment sorti un petit peu de la misère, une misère physique, une misère, lui et son frère Nitya. Donc cet homme tout à fait remarquable, ou en tout cas qu'il est devenu, a subi à un moment donné une grande peine, une grande souffrance, à savoir que son frère n'a pas supporté les premières années où il a été recueilli en Occident. Et son frère est décédé donc assez jeune. Krishnamurti, qui était sûrement dans une approche spirituelle via la théosophie, était certainement, là ce sont des hypothèses que j'émets, était certainement conduit à une certaine connaissance de soi, en tout cas c'est ce qui est évoqué par les représentants de la société théosophique de l'époque, comme par exemple Annie Besant, qui était un petit peu comme sa mère théosophe, ou voire peut-être entre guillemets sa mère spirituelle. Donc on peut supposer que Krishnamurti était déjà dans une certaine recherche, mais en tout cas la révolution du silence, pour reprendre un des termes de ses ouvrages, qui s'est produit en lui, vient d'une remise en cause radicale de tout le système, disons, traditionnel de la spiritualité théosophique, à savoir de la relation de maître à disciple, à savoir d'une certaine autorité livresque qu'il a remis, on pourrait dire, radicalement en cause. Oui, parce que la société théosophique fondait les plus grands espoirs dans le personnage pour fonder un ordre enseignant. Voilà, pour fonder un ordre spirituel avec à sa tête Krishnamurti, qui devait être un peu comme le nouveau Messie, et c'était quand même c'était assez messianique, la théosophie de l'époque, avec Krishnamurti entre ses mains et pour être mis à sa tête, si on peut dire. Alors là où il y a eu aussi un basculement dans l'ordre des choses temporelles, c'est que suite à cette révolution du silence, comme on disait tout à l'heure, pour citer un de ses ouvrages, où on pourrait dire suite à cette libération du connu, pour citer encore un autre titre de ses ouvrages, qui fut publié par la suite, Krishnamurti a remis complètement en cause la relation traditionnelle maître-disciple, autorité quelle qu'elle soit livresque, qu'elle soit de personne à personne, voilà. C'est ça que l'on peut retenir comme phénomène un petit peu social et spirituel de la remise en question. Oui, effectivement, ça a créé un choc au sein de la société théosophique lorsqu'il a volé de ses propres ailes et dénoncé toute cette relation maître-disciple que l'on attendait de lui, du moins on attendait qu'il l'entretienne. Voilà. Alors là, cette remise en question qu'il y a eu a fait, là on parle un petit peu de choses extérieures, pas proprement sur l'enseignement de Krishnamurti, mais enfin ça permet de resituer. Donc il y a des théosophes qui ont de ce fait abandonné la théosophie pour suivre Krishnamurti, d'autres qui sont restés un petit peu entre les deux, et d'autres qui ont eu l'impression que Krishnamurti, en fait, était le Messie qui pouvait être, avait échoué et s'était orienté vers autre chose, peut-être vers une approche plus politique, en fait. Il y a eu, on pourrait dire, ces trois aspects-là, peut-être. Ce que j'apprécie beaucoup dans l'œuvre de René Fouéré, c'est que vis-à-vis de la théosophie, il n'y a jamais de récrimination, quoi. À la fois, René Fouéré a su reconnaître la dimension
indépendante, la dimension libératrice de Krishnamurti envers lui-même, et qu'il a essayé de porter après comme guide auprès des autres. Attention, pas comme maître spirituel, disons bien les choses, hein, mais on peut dire comme guide, quoi. Là, on pourrait revenir sur cette notion-là un peu plus tard. Mais ce que René donc a bien remarqué, c'est qu'il n'y avait pas en fin de compte, à amener une critique, voire malveillante, vis-à-vis de personnes qui pouvaient être restées au sein de la société théosophique, sans peut-être bien comprendre ce qui se passait, ou en tout cas la nouvelle position de Krishnamurti. Qui date, elle, de 1929. Voilà. Hein. Mais alors René Fouéré lui-même, et là je m'adresse à Francine, avait une prédisposition d'adolescent envers la mystique, un intérêt assez marqué, étant jeune, pour finalement le dogme catholique, au départ. Tout jeune, il s'est toujours intéressé aux questions d'ordre spirituel. Il était né en Bretagne, donc dans un milieu catholique, et il pensait que c'était la religion de tout le monde. Et puis, à l'âge de 14 ans, son père ayant changé de port d'attache, ils sont allés à Bordeaux. Et là, il a fait connaissance de jeunes théosophes. Il a été très surpris de voir qu'au fond, ces nouvelles façons de voir le monde lui ont apparu plus intéressantes que là où il était dans le milieu catholique. Si bien que, même s'il a renié après la foi catholique, il n'a jamais critiqué les prêtres qu'il avait éduqués ou quoi que ce soit. Et quand il est devenu même, il s'est intéressé à la théosophie, mais quand il s'est intéressé à Krishnamurti, il n'a pas non plus dénigré les théosophes ou autres. Je me souviens que quand il avait rencontré Radha Burnier, il avait trouvé que c'était une femme remarquable aussi. C'est la présidente des sociétés théosophiques mondiales. Donc, il était déjà intéressé à une recherche d'ordre spirituel. Il cherchait à comprendre ce monde, à comprendre pourquoi on l'avait jeté dans ce monde, quelle était sa signification. Il a toujours été un chercheur dans tous les domaines, d'ailleurs. Alors, pour la société théosophique, le maître mot, c'était la hiérarchie. Et c'est ce que Krishnamurti a cassé, qu'il a refusé d'assumer. Il y avait, dans l'Église catholique, il y a toujours l'aspect dogmatique. Et c'est ce qui a volé en éclats dans la pensée de René Fouéré et dans son approche. À la fois satisfait de voir qu'il ne passait pas du dogme à la hiérarchie, mais en la personne de Krishnamurti, il découvrait un tout autre abord de la spiritualité, plutôt de voir en la personne de Krishnamurti un miroir, plutôt que l'importance donnée par certains au messager lui-même. Oui, et ce qu'il a apprécié, c'est qu'il pouvait faire une recherche sans s'occuper, si on peut dire, de la personne de Krishnamurti. C'est cet enseignement qui l'a intéressé, et non pas de suivre un personnage. C'est tout à fait dit, et c'était important en début d'émission. Philippe Muller. Oui, justement, dans ce beau livre Bienveillance que Francine Fouéré vient de publier par le courrier du livre, il y a plusieurs témoignages, et en particulier évidemment le témoignage de René Fouéré de sa rencontre avec Krishnamurti. On voit bien qu'il ne s'agit pas pour René d'une rencontre ou d'une séduction philosophique, ou d'une séduction à travers des textes, mais en fait d'une certaine libération. Il y a un passage par exemple qui est très court où René rencontre Krishnamurti et il découvre que ce vide intérieur qu'il a toujours fui, parce que comme tout homme, ce vide intérieur, il le fuyait à travers une idéalisation du spirituel, à travers une recherche de l'au-delà imaginé. Et Krishnamurti l'amène, par un entretien direct, à réaliser que ce vide qu'il fuit est en fait un véritable trésor. C'est le plus extraordinaire trésor que l'on possède au monde. Et je cite un petit peu justement cette phrase-là qui se trouve dans cet ouvrage. Francine peut-être peut nous en dire un peu plus. Je crois que là, il y a vraiment, à ce moment-là, une découverte de la profondeur de l'enseignement. Et encore une fois, pas de l'enseignement sur le plan évidemment philosophique, parce que cet enseignement, comme tous les écrits, peut être abordé de cette manière-là, cette manière philosophique. Mais là, dans le vécu lui-même, quoi. Francine peut peut-être compléter ce que je dis là. Oui, Francine ? Oui, René, dans le texte « Ce que je dois à Krishnamurti », que j'ai repris dans ce livre « Bienveillance », au fond, montre que pour la recherche même spirituelle, on ne peut compter que sur soi-même et non pas sur quelqu'un d'autre. Ne pas suivre. Et
faire soi-même son chemin. Et ensuite, ce que j'aime, c'est quand il parle toujours de la prise de conscience. Il raconte même ce texte que quand on est sur une route et qu'on vous dit que le chemin n'est pas bon, vous arrêtez tout seul. Vous n'avez pas besoin d'un commandement ni d'un effort quelconque. Vous vous arrêtez parce que vous prenez conscience que ce chemin ne mène pas là où il faut. Donc pour René Fouéré, ce qui était important, c'était la prise de conscience. C'était cette notion. Et surtout, il me parlait toujours que l'effort n'est pas quelque chose de bon, parce que quand on fait un effort, il y a une division en soi. Il y a une partie de vous qui veut faire quelque chose et une autre qui résiste. Donc vous ne faites pas un acte complet, vous n'êtes pas entièrement dans ce que vous faites. C'est ces notions que René, au fond, a saisies grâce à ce qu'il pouvait comprendre de l'enseignement de Krishnamurti. Oui, cet aspect de l'enseignement de Krishnamurti, qu'il a appelé, ou peut-être même le terme a été traduit par René, puisque René traduisait dans le bulletin de l'association, la Fondation Krishnamurti en France, traduisait de nombreux entretiens ou de nombreuses conférences. Et donc ce terme que Krishnamurti utilisait, la fragmentation, il a montré que nous sommes fragmentés. Et à partir du moment où nous sommes fragmentés, où notre attention ordinaire est identifiée à l'un des fragments, par exemple, pour être concret, par exemple le désir de s'améliorer, le désir d'être peut-être d'avoir de meilleures relations avec les siens, avec les uns les autres. Ce désir-là, en fait, est un fragment en moi auquel je suis identifié, avec toute la bonne volonté qu'il peut y avoir, avec tous les efforts que je peux éventuellement mettre en œuvre. En général, c'est assez rare, on ne fait pas beaucoup d'efforts, mais enfin, imaginons, avec les efforts que je peux mettre en œuvre, eh bien, en fait, je ne peux qu'aboutir à la représentation d'un idéal, d'un être mieux, mais par aucun moyen de ce type, la révolution du silence ou encore ce que Krishnamurti appelle le changement créateur peut s'opérer. Changement créateur qui est encore d'ailleurs un autre titre d'un des ouvrages de Krishnamurti. Une fois, René m'avait dit que la liberté, c'était l'absence de contradiction intérieure. Et je trouvais ça très bien parce qu'effectivement, cette absence de contradiction intérieure amène toute une liberté. On peut donc s'observer et penser que c'était en s'observant qu'on pouvait comprendre quelque chose dans ce monde. Et surtout, ce que René aimait dans cet enseignement, c'était non seulement cette compréhension de soi-même, mais la compréhension d'autrui. Prendre autrui comme il est. Accepter l'autre tel qu'il est. Oui, ça c'est un point aussi très important que, d'ailleurs, Krishnamurti, que René a parfaitement compris, prenait cette image, cette analogie, ce qui est même plus qu'une analogie, c'est une vérité, mais enfin, dans un premier temps, on peut le saisir comme une image ou comme une analogie, à savoir que chacun d'entre nous est toute la société et le monde dans son ensemble, avec toutes ces violences possibles, avec toutes ces violences qui sont potentielles ou actuelles, avec toutes ces peurs, avec tous ces désirs, avec tous ces appétits, ces déceptions. Chacun d'entre nous porte la fragmentation de toute l'humanité. Et ça, c'est un point qui est essentiel, car il montre qu'à partir de là, évidemment, il n'y a pas de celui qui sait et ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas celui qui peut décrire le moyen d'en sortir et ceux qui cherchent le moyen d'en sortir. Parce qu'en fait, à partir de là, toute description ne fait que repeindre les murs de la prison. Et Krishnamurti a été parfaitement averti de cela. C'est pour ça en fin de compte, il montrait du doigt, si on peut dire, en ce sens-là, c'était un guide et non pas du tout un gourou, mais il montrait du doigt ce que n'est pas, ce que n'est pas le changement créateur, et ce que sont en fin de compte tous ces petits changements passagers qui sont en fait des réactions à ce qu'on voit en nous, ou à ce qu'on voit dans la société, ou à ce qu'on voit dans tout ce qui se passe évidemment plus ou moins médiocre dans le monde, ne sont que des réactions. Et en fin de compte, c'était aussi un homme, comme René l'a fait, qui posait des questions. Y a-t-il une action juste? Mais pour cela, il y a tout un débroussaillage qui consiste à voir que ce que je pense, ce que je souhaite, ce qui m'inquiète, tout ça, ce sont que des réactions. Même la recherche du bonheur? Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce que la recherche du bonheur? René, dans ses ouvrages, détaille précisément tout ce qu'il appelle le mécanisme du moi.
dans le cadre de la recherche du bonheur, dans le cadre que le moi s'est construit, parce que le moi, en fin de compte, ce n'est même d'ailleurs qu'un cadre, hein, un cadre en mouvement, plus ou moins, bien évidemment, où les contours sont amenés à changer, mais de toute façon, ça reste toujours encadré dans sa prison. Même si le cadre, on a beau y mettre des dorures, ça reste toujours une prison et c'est toujours enfermé dans un cercle dans lequel il y a toujours un centre, qui est le moi, l'ego, qui se place par rapport aux autres moi qui sont autour de lui, dont il a des images, qui lui renvoient à des images de lui-même. Et tous ces mécanismes de l'ego, tous ces mécanismes de la fragmentation du moi, sont présentés, proposés par Krishnamurti au cours de peut-être des milliers d'entretiens et de conférences qu'il a donnés de par le monde, et sont extrêmement bien détaillés par René Fouéré, en particulier dans son ouvrage intitulé La révolution du réel. Oui, Philippe Muller, c'est effectivement proprement révolutionnaire. J'attrape le mot au passage pour m'en resservir, parce que les personnes auxquelles on s'adresse connaissent assez peu Krishnamurti, voire pas du tout, et ça doit être extrêmement déstabilisant pour eux d'entendre ce discours, montrant que la quête du bonheur et l'attente de réalisation d'une image projetée, et finalement, au fond, n'a aucun sens, si ce n'est représenter une impasse. Voilà. Donc c'est très déstabilisant, de même que lorsqu'on reprend cette parole de Krishnamurti disant la quête du rien, finalement, doit être rétablie, mise en avant, la quête du rien, n'être rien. C'est infiniment choquant. Bien sûr. Voire piégeant aussi, parce que celui qui nous écoute sans avoir réfléchi à ces questions, et ils sont nombreux dans ce cas, peut se dire, mais au fond, vous voulez carrément faire exploser mon ego. Alors, je ne peux pas courir après rien. C'est une dépersonnalisation. Ça va à l'inverse de tout ce que cette société, de la pression sociale, de tout ce qu'elle nous apprend en nous conditionnant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi, chez Krishnamurti, un esprit très libre. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un esprit libre, finalement, particulièrement dans le milieu scientifique, c'est quelqu'un pour qui il est évident que tout se ramène à la matière. Croire, penser un au-delà, c'est complètement subjectif, ce sont des illusions. C'est ce que pense aujourd'hui un esprit libre, disons scientifique. En fin de compte, chez Krishnamurti, il y a une telle liberté d'esprit, ce que René avait évidemment parfaitement compris, qui lui aussi avait cette liberté d'esprit de recherche, une telle liberté d'esprit que l'on peut poser des hypothèses absolument inouïes, à savoir la possibilité d'une réalité, d'un éveil de l'intelligence, qui est encore là un autre titre de ses ouvrages, une autre possibilité de conscience libre, au-delà même de tout le système cérébral. Et à ce point de vue-là, l'apport de Krishnamurti dans le domaine de la spiritualité est parfaitement novateur, parce que finalement, il anticipe déjà ce que deviennent un peu aujourd'hui et ce que sont en train de se mettre en place un peu aujourd'hui, ce qu'on appelle les sciences cognitives. D'ailleurs, Krishnamurti avait des relations, des entretiens fréquents avec des scientifiques de haut niveau à l'époque. Dont David Bohm. Entre autres David Bohm en physique et d'autres chercheurs en psychiatrie, en biologie, Rupert Sheldrake qu'il connaissait bien également, Fritjof Capra, autres physiciens qu'il a rencontrés, enfin, etc. Donc il avait évidemment des entretiens réguliers. Il y a un suivi, si on pourrait dire, d'entretien, de questionnement avec ces chercheurs de très haut niveau. Et la question, parmi les questions qui se posaient, c'est y a-t-il une dimension finalement non cérébrale de la conscience? Mais aborder cette dimension non cérébrale de la conscience, paradoxalement, ça implique de constater que tous les idéaux spirituels que l'on a se réduisent à des images de la pensée cérébrale. Ça peut paraître un peu inouï de dire ça comme ça. Mais ça implique cette constatation abrupte, authentique, honnête. Et là, il y a un pas effectivement à faire, honnête. Et donc, ça prédispose déjà à une action juste, et non à une réaction, comme on l'évoquait tout à l'heure. Lorsqu'on commence à se rendre compte un petit peu, et là, c'est vrai que c'est dur de le dire, mais qu'on se rend compte qu'on est piégé. Et vraiment, c'est vrai que c'est dur de le dire. Mais par exemple, un homme comme René Fouéré, c'est arrivé à un grand désespoir
qu'il a entrevu une possibilité d'immense liberté. Et en cela, d'ailleurs, il reprend sur le thème du désespoir, le courant existentialiste de l'époque de gens comme Sartre qui reconnaissait, Sartre par exemple, qui disait que la vie véritable commence au-delà du désespoir. Et Krishnamurti, ça ce sont des pensées absolument extraordinaires que met en polarité René Fouret quand il cite maintenant Krishnamurti en disant « Seul l'esprit qui est dans le désespoir peut découvrir la vérité ». Et là, on voit, autant chez de grands philosophes, ou un grand philosophe comme Sartre, mais il y en a bien sûr eu d'autres, des intuitions remarquables qui répondent à ce vécu spirituel qu'a porté de manière très pure quelqu'un comme Krishnamurti et qu'a parfaitement compris quelqu'un comme René Fouret. Très bien, on va marquer une pause, Philippe Muller et Francine Fouret. On va écouter un très court extrait qui va nous donner un petit peu la sensation à l'écoute de Krishnamurti. On va l'écouter en anglais, juste pour l'ambiance. On ne va pas s'amuser non plus à traduire le propos. C'est juste un échantillon que je vous propose maintenant. Merci. Meditation is the approach to this problem of living. Either you can treat meditation as an escape from life, that is, retire into some monastery, put on a garb of some special kind, and withdraw from the whole complex life. And there are such schools which offer escapes. Both in India and in Asia, there are these schools which offer a method, a system, a way which will give perhaps a great sensitivity, perhaps if one is sufficiently silly enough to have visions, to perpetuate the same old sordid life and escape altogether into some mysterious metaphysical existence. There is that approach to that word with its meaning. Or meditation is the living, not an escape, not an abstraction of life with all its delight, with its sorrow and despair, and an escape, an avoidance, a metaphysical, mystical, non-realistic, but romantic escape. So, we are not, at least the speaker is not, using that word as a means of escape, but rather to understand the very existence, the whole meaning of life. I think that has great meaning. And meditation becomes then a benediction, an extraordinary thing that one must understand very deeply. And if one has time this evening, afternoon or what it is, we might perhaps go into it together. Radio Essai maintenant, 95.2, la vague d'OVNI. Vous me direz, jusqu'à présent, une guère question d'OVNI. Non, il est question de Krishnamurti en première partie d'émission. Et tout à l'heure, en compagnie de Robert Roussel et de Francine Fouret, nous évoquerons l'autre aspect qui a passionné René Fouret, qui n'est donc pas avec nous depuis une vingtaine d'années maintenant, puisqu'il nous a quittés en 1990. L'autre aspect qui passionnait René Fouret, donc il sera question d'OVNI un petit peu plus tard. Nous disposons encore d'une grande demi-heure à passer en compagnie de Philippe Muller par le moyen du téléphone et en compagnie dans ce studio de Francine Fouret. L'émission qui a lieu régulièrement le mardi soir à partir de 23h est rediffusée le dimanche de 14h à 16h.
Philippe Muller, nous en étions donc à la spécificité de Krishnamurti. Ceux qui ne l'ont pas connu ne pourront apprécier que par des comparaisons. Exemple, lorsque on est en quête de vérité, on a des questions nombreuses à poser sur, par exemple, la réincarnation, l'après-vie. Or, Krishnamurti était particulier en cela qu'il écartait systématiquement ce genre de questions. Alors, bien sûr, ces questions, les questions, je dirais, n'étaient pas écartées. C'était plutôt les réponses qui n'étaient pas données. Krishnamurti a la particularité de ne pas écarter de questions, mais de porter le questionneur à se connaître lui-même, et non pas à se nourrir de mauvaises réponses. Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise réponse? Là, c'est un terme qui m'est personnel, Krishnamurti n'aurait sûrement jamais parlé comme ça. Mais disons, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise réponse? C'est une réponse qui va m'amener à me représenter, à imaginer les choses. Sur la réincarnation, sur l'au-delà, je peux bien sûr puiser dans des ouvrages, des représentations, des images, voire même des concepts assez fins au besoin. Et donc, je peux en faire un but à atteindre. Ou en tout cas, je peux espérer par ces représentations que je vais avoir, ou par ces concepts que je vais avoir. Par exemple, si je prenons des concepts assez fins, je dis l'au-delà, c'est une lumière extraordinaire, intemporelle, éternelle. Bon, là, ce sont des concepts plus fins que des images, et c'est ça que je vais trouver au bout de ce chemin qui est ma vie. Et là, déjà, en fin de compte, j'oublie l'essentiel, c'est que ma vie, elle est là maintenant. Pour reprendre le titre de votre radio, elle est là, ici et maintenant. Et c'est ici et maintenant qu'il va falloir que j'apprenne à découvrir tout le processus de ma pensée, qui cherche évidemment des réponses et qui se pose évidemment des questions, parfois même de manière très brûlante, mais qui se fourvoie, qui se trompe, qui fait erreur en se satisfaisant et en allant chercher des réponses par le moyen de la représentation mentale, par le moyen du souvenir qui sera entretenu sur ce que j'aurais lu, etc. Parce que ce qu'il y a derrière tout ça, et là Krishnamurti était très direct là-dessus, c'est la raison pour laquelle il était souvent mal compris et assez rebutant par la voix abrupte, directe qu'il préconisait. Car il dit, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est simplement la peur. Nous avons peur. L'ego, la pensée, tout le mécanisme de la pensée, c'était le terme qu'il utilisait, les mécanismes de la pensée, sont sous-tendus par la peur. La peur que la pensée s'arrête, la peur de la cessation de la pensée. Et pourtant, il y mettait cette hypothèse. La libération du connu, c'est la cessation de la pensée. C'est quelque chose d'absolument inouï. C'est une hypothèse qu'on peut la prendre comme telle. Mais dans le cadre des sciences cognitives que j'évoquais tout à l'heure, en supposant Krishnamurti, en étant à l'avant-garde finalement des questions qui se posent en sciences cognitives, c'est, pour reprendre encore notre terme, c'est purement révolutionnaire. C'est un changement total de vision du monde au sein des sciences cognitives. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui tentent de s'y orienter, mais ils font bien sûr pas l'unanimité, disons. Alors, est-ce qu'on peut parler de méthode et faire un rapprochement avec, par exemple, la méthode Nisargadatta Maharaj ou Ramana Maharshi, qui finalement renvoie au questionneur, ou dans certaines histoires zen, par exemple, renvoie au questionneur, mais qui pose la question? Assez frustrant, mais tranchant comme un rasoir. La méthode, elle peut être assez libre, assez spontanée dans le discours qu'on a chez certains maîtres zen, même d'autres qui vont pas répondre, mais qui vont peut-être tourner le dos, ou qui vont, comme on dit, montrer la lune, par une gestuelle particulière. D'autres, comme Ramana Maharshi, qui renvoyaient au je suis et qui invitaient certains de ses interlocuteurs, finalement, à être attentifs au fait d'être au je suis. Oui, ou d'où vient la question. Voilà, ou d'où vient la question, absolument, d'où vient la question. Krishnamurti, qui est, à ce point de vue-là, plus proche de la démarche scientifique, même s'il la dépasse largement, nous verrons tout à l'heure pourquoi, préconise une méthode, c'est l'observation. L'observation de soi. Sauf que,
l'observation de soi, comme méthode, est absolument extraordinairement subtile, extraordinairement simple à la fois, et pour nous qui tentons de cheminer, extrêmement complexe. Parce que observer quoi, comment? Et Krishnamurti, à ce moment-là, commence à inviter, à l'époque, ses interlocuteurs, ses auditeurs, à découvrir la difficulté de l'observation de soi et le fait, parce que c'est un fait psychologique, de notre fragmentation, pour reprendre encore ces termes, que lorsque nous observons quelque chose qui apparaît en nous, par exemple une certaine anxiété, ou par exemple, il prenait parfois l'exemple d'une très belle voiture. Il faut dire là un peu en aparté, Krishnamurti connaissait extrêmement bien les moteurs de voiture. Et il savait, paraît-il, moi je l'ai jamais vu faire bien évidemment, mais il savait entièrement démonter un moteur de voiture et le remonter. Oui. Ça c'est un petit aparté, c'est une anecdote un peu amusante. Pour le Dalai Lama, ce sont les pendules et les horloges. Ah bon, alors, chacun son truc. Chacun a des spécialités dans la machinerie. L'attrait mécanique. Voilà. Alors, il montrait en fait cette particularité de la fragmentation, de notre fragmentation psychologique, c'est que quand nous observons donc un désir, donc il démontait tout le mécanisme du désir, un désir qui conduit à une certaine inquiétude, on se dit, non, faut que je me calme un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'observateur en moi a vu le désir, l'inquiétude, l'agitation physique au besoin, ce qui est perceptible, comme un objet observé. Et donc notre observation se déroule dans la dualité, dans la séparation entre l'observateur et l'observé. Et ça fait partie de ce cheminement qu'il a appelé « apprendre à observer ». À un moment donné, au cours des années où il transmettait cet enseignement toujours neuf, il a émis cette nécessité d'apprendre à observer. Alors, sur le terme « apprendre », là, il y aurait beaucoup à dire, parce que ce que nous entendons, nous, par là, c'est souvent accumuler de l'information. Évidemment, il ne s'agit pas du tout de ça. Hein. C'est d'ailleurs sur cette approche neuve d'apprendre que les écoles Krishnamurti ont pu être fondées et se développer. Là, c'est encore une aparté. Mais pour revenir donc sur cette fragmentation de l'observateur et de l'observé, qui est en fait aujourd'hui un petit peu le problème incontournable des sciences cognitives et en particulier de ce qui s'appelle en philosophie, la branche nouvelle de la philosophie qui étudie les sciences, de l'épistémologie. C'est un peu le problème incontournable. Y a-t-il observation vraie des phénomènes? Y a-t-il observation vraie de soi-même? Bon, là, je pose simplement la question, c'est la question qui se pose actuellement en épistémologie. Et il n'y a pas vraiment de solution, pour l'instant tout du moins. Hein. Sauf que Krishnamurti émet à ce moment-là cette hypothèse absolument extraordinaire. Il dit qu'il y a une observation possible sans observateur. Et l'observation sans observateur, c'est l'éveil de l'intelligence, c'est le seuil de la libération du connu. Voilà. Oui, le rayonnement de la conscience. Le rayonnement de la conscience. Donc il y a quand même cette méthodologie que dans le troisième millénaire, on se plaît à appeler une antiméthode. C'est une méthodologie antiméthodique, qui est quand même l'observation. Alors, Krishnamurti, par cette voix un petit peu, qu'on pourrait dire, qui a été perçue par beaucoup de gens comme une voix un peu sèche, en fait. Abrupte, oui. Abrupte, mais même, on dirait, un peu sèche. Beaucoup de gens se sont détournés, en fait, de cette approche, de cette méthodologie antiméthodique. Déjà dit comme ça, on sent que c'est un peu intellectuel, comme on dit aujourd'hui, c'est un petit peu lourd. Mais en fait, pas du tout. Ce que malheureusement, les gens qui se sont détournés n'ont pas perçu, c'est ce que Krishnamurti appelait l'attention qu'il y a à mettre dans cette approche, et cette attention qui va, à un moment donné, lorsqu'on voit presque cette impasse entre l'attention à l'objet observé et l'observateur qui est attentif, là on voit qu'il y a une impasse là-dedans. Et à un moment donné, l'attention, ça devient une flamme, ce qu'il a appelé la flamme de l'attention. Et cette flamme de l'attention, pour le... Je ne sais plus s'il faut l'appeler un chercheur spirituel, parce que là, il n'est plus à chercher midi à 14h, comme on dit. Hein. Là, le chercheur spirituel, il est le chercher, comme on dirait dans l'Advaita Vedanta. Hein. Eh bien, cette flamme de l'attention, elle engendre aussi une grande passion,
Et c'est un terme que Krishnamurti affectionnait également et qu'il transmettait aussi. Donc en fait, cet enseignement qui pouvait être abrupt, un peu rebutant, de l'observateur, de l'observer, de la fragmentation psychologique, enfin des termes un peu, on pourrait dire un peu techniques, mais tout à fait pour l'époque d'aujourd'hui en tout cas, eh bien était porté, et il en était le témoin vivant, de cette passion. Et René Fouéré en était aussi un des témoins, de cette passion de l'éveil finalement, de cette passion où il n'y a plus la recherche d'images mentales, la recherche d'idéaux qu'on voudrait actualiser, mais c'est la découverte. C'est une recherche qui est une découverte en même temps. C'est un peu inouï, mais enfin c'est comme ça. C'est une recherche qui est à la fois découverte et qui ouvre sur ce que Krishnamurti a appelé le silence, la présence intemporelle du silence, ce qu'il appelle aussi à d'autres moments l'abolition du temps, attention, du temps psychologique. Parce que ça, on n'a pas mentionné cette notion particulière que présente Krishnamurti et qu'a très très bien dans certains ouvrages, dont La Révolution du réel, explicité René Fouéré, c'est tout le temps engendré, le temps psychologique, qui n'est pas le temps du monde, le temps des affaires. Et c'est ce temps psychologique qui engendre la souffrance. Là, en fait, en disant cela, on revient un petit peu au point de départ. Oui, tout à l'heure, Philippe Muller, vous disiez que le désir était une matière observée, si on peut dire matière. La souffrance, tout aussi bien, est un portail d'observation, une porte d'entrée. Tout en fait, une porte d'entrée. D'observer sa souffrance. Et là, ça montre aussi, j'ouvre une parenthèse, la méthode d'un contemporain comme Eckhart Tolle. Mais c'est un autre chapitre. On sent que la conscience, la manifestation de la conscience qui nous a quittés en 86 avec Krishnamurti, partout en action, en manifestation, est actuellement représentée par un Eckhart Tolle. Oui, et pas seulement. Bien sûr. Mais bien sûr. Et toujours, la porte d'entrée, ce n'est nulle part ailleurs que ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Et si ici et maintenant il y a souffrance, eh bien, il n'y a aucune échappatoire possible. Ça, c'est le point fort qu'a découvert René Fouéré en lui-même, à un moment où il souffrait. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai lu à travers les témoignages de ce bel ouvrage Bienveillance, hommage à René Fouéré par Francine Fouéré. Au courrier du livre. Voilà. J'aimerais ajouter Francine Fouéré. Quelques points. D'abord, je remercie Philippe Muller de tout ce qu'il a dit, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu Krishnamurti, j'aimerais signaler qu'en France, on peut voir à Paris des vidéos au Centre Krishnamurtien, dont voici l'adresse: Association culturelle Krishnamurti, 7 rue Général Guillain, dans le 11e, Paris 11e. Téléphone 01 40 21 33 33. Parce qu'on peut passer des vidéos et comme ça les gens peuvent découvrir Krishnamurti en train de parler. C'est dommage, ça n'existait pas du temps de Bouddha, mais c'est intéressant d'avoir au moins ce témoignage maintenant historique. Francine Fouéré, vous faites allusion aux 18 entretiens avec une télé américaine ou vous faites allusion à des vidéos tournées à Saanen en Suisse? Il y a les vidéos de Saanen, mais il y a des vidéos de partout. Voilà. Et justement, il y a une richesse de vidéos incroyable. Ils sont en train de les remettre pour que, comme les moyens techniques changent, ils remettent ça comme il faut. Et alors, il y a une amie, Gisèle Ballet, qui fait chaque année des réunions sur exploration de l'œuvre de Krishnamurti. Et ça a lieu cette année du 5 août au 19 août à Schönried, près de Saanen. Il y a 2 semaines d'études. La première semaine, qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement le présent? La deuxième semaine, comment intégrer amour et liberté. Et je trouve que c'est intéressant que des gens qui ont entendu parler de l'enseignement et ceux qui n'en ont pas encore entendu parler se rencontrent, parce que les échanges sont toujours très intéressants. Et c'est ce que René Fouéré me disait aussi. Il rapportait ce propos de Krishnamurti, que toute rencontre humaine est toujours un processus d'éducation mutuelle. Et je trouve ça très important, cette façon de voir les choses. Philippe Muller et Francine Fouéré, pour souligner le côté un peu abrupt, Krishnamurti marquait parfois à Saanen sa surprise de voir revenir après années les mêmes visages, en leur disant, peut-être pour les choquer, les bouleverser, mais enfin, que venez-vous chercher, que vous ne sachiez déjà encore cette année?
Eh bien, j'avais posé la question à mon mari, je dis pourquoi tu reviens écouter Krishnamurti? Il m'a dit c'est comme une statue. Tantôt il y a une partie qui est éclairée, tantôt une autre, et c'est jamais répétitif. Que quand Krishnamurti parlait aussi bien de la mort, de la vie ou autre chose, c'était toujours nouveau. Je me rappelle ce propos sur la mort, il disait à quelqu'un, vous avez peur de mourir parce que vous n'avez vraiment pas bien vécu. Je trouvais, il disait donc toujours, quand il parlait même de ces sujets, il y avait toujours quelque chose de nouveau. Une des phrases, Francine Fouéré, que vous faites revenir à plusieurs reprises dans cet ouvrage Bienveillance, c'est « Nous sommes différents, mais ne sommes pas séparés ». C'est très important, c'est ce que Krishnamurti avait dit à René une fois, devant moi, et je trouvais que ça m'a beaucoup aidé dans l'enseignement, ça aussi. Nous sommes tous différents et non séparés. Je trouve que Krishnamurti, ce qui m'a intéressé chez lui, c'est ses théorèmes psychologiques en dehors de sa personne. Krishnamurti est mort et tout, mais les théorèmes sont toujours valables. C'est ça qui m'a intéressé personnellement dans cet enseignement aussi. On retrouve Philippe Muller. Philippe Muller, comment essayer de faire comprendre Krishnamurti en employant d'autres mots, de les amener à le découvrir? En employant d'autres mots. D'autres images, d'autres aspects de cette relation. Ça paraît évidemment un peu difficile. Là, je vais reprendre un point important. À qui s'adresserait Krishnamurti? À qui s'adressait-il? À plusieurs reprises, il l'indique, qu'il s'adresse à des gens qui ont une certaine maturité, comme il disait. Une certaine maturité. C'est-à-dire à des personnes qui ne venaient pas pour se nourrir d'images sécuritaires sur l'au-delà, le devenir, la réincarnation qu'on a mentionné tout à l'heure. Ils ne venaient pas pour apprendre, au sens où ils venaient pour accumuler une sorte d'enseignement qui va leur permettre de se conforter dans une vision du monde matériel puis spirituel, mais donc des gens qui avaient déjà une certaine maturité, c'est-à-dire des personnes qui s'étaient déjà rendues compte qu'ils étaient porteurs eux-mêmes de certaines illusions. L'illusion, par exemple, de rencontrer le grand amour. Attention, je ne veux pas dire que le grand amour n'existe pas, bien sûr que le grand amour est une réalité, et heureusement. Mais, je veux dire, le grand amour, que l'amour n'existe que dans une relation d'image à image, que dans une relation de sécurité. Que l'amour et finalement la jalousie, c'est un peu son pendant, faut faire avec. Ou que l'amour, pour s'arranger en couple ou entre amis, eh ben, il faut qu'il y ait des compromis. Ça, ce sont nos petits arrangements humains. Mais quelqu'un qui a une certaine maturité vis-à-vis de ces types de comportements qu'il voit chez les autres, qu'il a vis-à-vis d'eux, il a une certaine désillusion. Il se rend compte également, quelqu'un qui a donc ce début déjà de cette maturité, que finalement, la vie est souffrance. Allez, disons le mot, j'hésitais à le dire, et là on retrouve évidemment cette approche radicale dans tout le bouddhisme, bien sûr, hein, que la vie donc est souffrance, la vie extérieure, la vie intérieure, la façon dont on essaie d'arrondir les angles, tout ça, ça fait partie de souffrances plus ou moins grandes. C'est même fondateur dans le bouddhisme. Absolument, c'est le fondement même, hein, de découvrir ce qu'est la souffrance, la nature de la souffrance. Avec l'impermanence. Et là, absolument. Mais dans un premier temps, donc la nature de la souffrance. L'impermanence, je pense que ça devient déjà après, quoi, je pense. Hein. Enfin, tout peut être lié, évidemment, hein, mais déjà la nature de la souffrance. Et la souffrance, c'est pas simplement d'être malheureux pour telle et telle raison. Et les raisons, on peut en aligner. Hein. C'est le fait d'être malheureux. Voire même d'accumuler parce que c'est destiné à disparaître et on va le perdre. Tout à fait. Donc là, des gens qui constatent déjà, qui commencent déjà à appréhender la nature, on pourrait dire, de la souffrance, sans en avoir vu le fond, bien sûr, ni même sans avoir vu l'envers du décor, sans quoi ils n'ont plus besoin de s'adresser peut-être à Krishnamurti. Mais donc, ils sont encore quand même dans les décors, si je peux dire. Eh bien, ce sont ces personnes-là à qui s'adressait Krishnamurti, en tout cas, c'est ce qu'il dit à plusieurs reprises. Alors, on peut évidemment supposer, bon, puis comme de toute façon, on citera personne, bien évidemment, mais que les personnes à qui s'adressait en disant « vous revenez toujours et indéfiniment, c'est toujours les mêmes personnes que je vois », peut-être, moi j'aimais cette hypothèse, que ces gens-là n'avaient peut-être pas la maturité requise.
Et bon, c'est tout. Point final, je referme la parenthèse, il n'y a personne à condamner. C'est simplement, suite à la question que vous posiez, j'aimais cette hypothèse. Oui, cela dit, on ne peut pas les blâmer non plus. Absolument, pas car, du tout. Tant Pas qu'à du aller tout. quelque part, pourquoi pas ici, comme on relit un livre dont on découvre à chaque fois des aspects inédits qu'on n'avait pas perçus au début. Il n'y a personne à blâmer du tout, absolument pas. Simplement, c'est qu'évidemment, l'enseignement de Krishnamurti, il s'adresse à ces gens qui ont une certaine maturité, et en l'occurrence, comme tout enseignement spirituel en fait, disons-le, il ne peut pas s'adresser à notre névrose. C'est ça qu'il faut dire. Il ne peut pas s'adresser à nos complexes et à notre moi en tant que complexe, comme pouvait dire Jung. Puisque pour Jung, le moi est un complexe. De toute façon, certains mots seront déclencheurs pour une partie de l'audience. Oui. D'autres mots l'année suivante seront déclencheurs pour une autre partie. Chacun est sensible aux mots ou à l'image employée pour enclencher le déclic. Tout à fait, tout à fait. Donc, ces entretiens de Saanen, Francine Fauré, avaient été précédés d'entretiens en Belgique, à Bruxelles, chez Robert Linssen avant tout. Il y a de ça bien des années. Il y a très longtemps, Robert Linssen avait organisé en 1956 la venue du Krishnamurti à Bruxelles. Et puis Gisèle Ballet, qui donc organise maintenant ces réunions de Saanen, avait été chargée en 1980 déjà d'organiser à Saanen des réunions de Krishnamurti jusqu'à sa mort en 1985. En 86, il n'y a rien eu du tout parce que Krishnamurti n'était plus là. Mais en 87, à partir de 87, des réunions ont été organisées parce que beaucoup de gens avaient envie de se retrouver pour discuter de ces choses-là. Donc c'est tout un travail aussi. Je trouve que c'est bien qu'on continue à parler de cet enseignement. Il y a une revue qui est remarquable, une revue qui est éditée en Hollande, qui s'appelle The Link. Le lien, par conséquent. Le lien, voilà. Et c'est une revue remarquable, avec des photos admirables de M. Friedrich Grohe, et des textes non moins remarquables de gens qui continuent à s'intéresser à la question. L'adresse, c'est difficile pour moi de la lire parce que c'est en hollandais, et alors je passe à... Ah mais j'aurais le même problème. Non, c'est imprononçable. Non, je peux donner l'email par contre, kli@kmail.ch. Kmail, ça s'écrit kmil.ch. Donc je suggère à ceux qui veulent prendre contact avec cette revue de simplement adresser un courrier à KLI, c'est en majuscule, kli@kmel.ch. Tout à l'heure, vous avez parlé de névrose, et j'aurais eu envie de signaler en 2 mots un texte remarquable de Krishnamurti. Les livres que je préfère, moi, de Krishnamurti, c'est les commentaires sur la vie, parce que c'est très vivant. Il y a toujours une partie poétique au début, puis après il y a quelqu'un qui vient poser des questions à Krishnamurti, et Krishnamurti a toujours une façon élégante de répondre. Entre autres, il y a à la page 241 dans le tome 2, la psychanalyse et le problème humain. Il y a un psychiatre qui vient consulter Krishnamurti. Il lui dit, écoutez, pendant des années, j'ai soigné une patiente et jamais elle n'a guéri. Et puis là, elle a eu l'occasion de vous écouter, et au bout de quelques conférences, elle est devenue guérie. Qu'est-ce que vous avez comme procédé pour arriver à ce résultat ? Donc Krishnamurti dit, qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Je cherchais à l'adapter à ce monde. Et Krishnamurti dit, vous trouvez que ce monde est admirable pour qu'on cherche à adapter quelqu'un à ce monde ? Bon, il y avait déjà beaucoup d'humour. Et en définitive, Krishnamurti donne un conseil qui est valable, je trouve, dans toutes les maladies, névroses, tout ce qu'on veut. Il dit qu'au fond, la meilleure façon de soigner, c'est l'amour. Et je trouve cette conclusion remarquable, au fond. L'affection, la bienveillance, c'est ce qui manque le plus dans ce monde. Et ce texte donc de Krishnamurti sur commentaire sur la vie est vraiment très, très sensible et très beau. Bien, effectivement, vous avez laissé entendre que la conclusion était satisfaisante. On arrive au terme de la première partie de l'émission, alors ça va être le moment de redonner un certain nombre de références. Qu'est-ce que l'on conseille, Philippe Muller, comme ouvrage au courrier du livre concernant Krishnamurti ? Se libérer du connu ? Bien sûr. Il y a un ouvrage un peu monumental qui a dû être réédité, je ne connais pas l'éditeur, c'est L'éveil de l'intelligence. Là, c'est un ouvrage assez monumental où Krishnamurti s'entretient avec des étudiants et avec des scientifiques, un psychiatre, avec David Bohm, donc ce grand physicien du XXe siècle. De physique quantique ? Oui, un des pionniers en fait de la physique quantique.
Oui, qui avait collaboré au projet Manhattan d'ailleurs. Oui, Euh, oui. et qui se passionnait pour la théorie de Pribram sur le cerveau holographique. Voilà, qui s'y est passionné à un moment donné. Hein. D'ailleurs, qui a fait partie un peu de ces gens qui ont voulu fonder ce qu'on appellerait aujourd'hui un nouveau paradigme. Alors, Krishnamurti, ou La Révolution du réel, a été publié en 1969 par le Courrier du Livre, de même que La Révolution du réel en tant qu'ouvrage distinct. Courrier du Livre, je pense qu'ils sont régulièrement réédités, Francine. En 1985, il y a eu une réédition augmentée de la première édition. Mais je voudrais signaler, il y a deux amis qui ont fait tout un travail aussi sur Krishnamurti. Il y a Thierry Casal qui a fait un remarquable ouvrage, 1 kilo, qui s'appelle Lucidité, et qu'on peut trouver encore à Opal Édition, 12 boulevard de Strasbourg, à Paris. Et puis il y a quelqu'un qui, de lui-même, a mis sur Internet les textes de René de la Révolution du réel, et qui avait écrit un livre, Le Puits, et c'est Gilbert Anken, qui a été édité chez Trédaniel. Et ce livre aussi cherche le vrai chemin qui traverse le vécu quotidien, est approfondissement de la connaissance de soi, donc de l'homme et de l'univers. Parce que c'est bien quand d'autres gens cherchent aussi et apportent quelque chose. Et là, récemment, je viens de recevoir le Lotus Bleu, la revue théosophique. Ils ont mis en première page ce texte que je trouve remarquable. Ils perdent leur santé à faire de l'argent. Et par la suite, ils perdent tout leur argent à tenter de la retrouver. En pensant anxieusement au futur, ils oublient le présent, de sorte qu'ils ne vivent ni le présent ni le futur. Finalement, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Magnifique. C'est Confucius. Toujours très actuel, ce Confucius. J'aimerais bien mentionner aussi cette femme remarquable, Vimala Thakar. Ah oui, qui, Vimala Thakar. Oui. Elle-même, pendant continue. de nombreuses années, a continué à s'entretenir avec des personnes autour du monde, avec des groupes d'étudiants, des chercheurs, et qui a quand même eu sa révolution du silence par sa rencontre avec Krishnamurti et la compréhension qu'elle a eue de cet enseignement. Hein? Elle a écrit d'ailleurs Un éternel voyage. C'est mon mari qui a traduit ce texte parce que j'avais trouvé ce texte si beau qu'il me disait, je dis, il n'y a que moi qui l'entends, je veux que tout le monde soit au courant. Et Gérard Nizet, l'éditeur du Courrier du Livre, a accepté de le publier. Je trouve que c'est un ouvrage remarquable, Un éternel voyage, de Vimala Thakar. Vimala, V-I-M-A-L-A, Thakar, T-H-A-K-A-R. Oui, une femme remarquable. Et j'aime bien parce que j'ai pu m'entretenir avec elle. Ça m'intéressait de parler avec une femme aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent parfois à ces questions. Et elle m'avait donné, si je peux dire, un conseil, agir là où on vit, plutôt que de partir en Inde ou ailleurs, agir là où on se trouve. J'avais trouvé ça très bien, entre autres. Oui, ou faire 10 000 kilomètres pour s'apercevoir que la vérité n'a jamais cessé d'être là où nous étions. Et alors, le troisième millénaire a son site internet. On va redonner également l'adresse postale. Philippe Muller, c'est l'adresse internet www.revue3e-millénaire.com. En un seul mot. Voilà. Avec comme adresse postale, troisième millénaire, les Milleries, L-E-S plus loin M-I-2-L-E-R-I-S, 89 520 Fontenoy. Alors, je recommande vivement de s'abonner à cette revue, voire de tenter de récupérer des anciens numéros. Il y en a 78. Oui. Et le 79 va apparaître donc à la fin de ce mois, à la fin du mois de mars, et marquera les 20 années, les 20 années de travail bénévole. Là aussi, je le souligne, on ne l'a pas mentionné, puisque nous avons tous diverses professions par ailleurs. Nous sommes une équipe de 5 personnes à y œuvrer donc bénévolement depuis maintenant 20 ans. 20 ans, oui. C'est vraiment remarquable. Lorsqu'on est accroché et qu'on veut se procurer l'ancien numéro, j'imagine que certains sont encore disponibles. Oui. Une magnifique revue de bibliothèque, disons, un excellent papier, une mise en page, une maquette et
et des photographies, des illustrations toujours remarquables, un souci de l'iconographie extrêmement frappant. Et donc, vous aurez un aperçu sur le site internet revue 3E millénaire en un seul mot.com. Philippe Muller, on va se quitter maintenant. Merci. En vous remerciant de cette évocation donc de Krishnamurti, toujours vivant. Merci à tous. Au revoir à toutes et à tous. Merci Philippe Muller. Merci beaucoup Philippe. Fin de cette première partie d'émission en compagnie de Francine Fouéré. Il est prévu d'aborder maintenant l'autre pôle d'intérêt de René Fouéré tout au long de sa vie, à savoir les ovnis. Radio Ici et Maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, comme chaque mardi soir à partir de 23h et chaque dimanche de 14h à 16h. Une émission produite par Didier Deplège, réalisée par Alexandre, aujourd'hui en compagnie de Francine Fouéré et des deux personnes qu'elle a choisies pour l'accompagner, Philippe Muller, qu'on vient d'entendre dans la première partie consacrée à Krishnamurti, et à présent Robert Roussel, pour ce qui est du domaine de l'ufologie, autre passion de René Fouéré, puisque cette émission, évidemment, est centrée sur la personne de René Fouéré, qui nous a quittés en 1990. Et nous avions fait une émission en compagnie de René et Francine Fouéré en février 1988. Et je suis heureux de retrouver Francine, à la fois pour évoquer bienveillance, hommage à René Fouéré, dont on vient de parler, et puis également refaire connaissance avec cette activité du GEPA, qu'ils ont entretenu et maintenu à bout de bras pendant un bon nombre d'années, avec une publication qui lui était associée. Nous retrouvons donc à sa demande, sur sa proposition, Robert Roussel. Robert Roussel, nous l'avons reçu sur cette antenne il y a 2 ans, parce qu'il a publié un livre fort intéressant chez Albin Michel en 1995, OVNI, les vérités cachées de l'enquête officielle. Et Robert Roussel donc, nous avait fait le plaisir de participer à une longue émission qui est toujours disponible en archive, qu'on écoutera le mardi soir dans la foulée de cette diffusion. Donc ne quittez pas l'écoute après 1h du matin, vous retrouverez Robert Roussel. Robert Roussel, nous attendons toujours le livre qu'il nous avait promis sur mon expérience de reporter à FR3 Aquitaine. Ça tarde un peu, il va nous expliquer pourquoi. Et également, Robert Roussel, vous avez fait une apparition assez remarquée au récent congrès ufologique de Châlons en Champagne. Vous avez parlé des drones, d'une manière qui n'a pas enchanté tout le monde, assez polémique. Bonjour Robert Roussel. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, je vous avais parlé un peu d'un projet de livre que je préparais sur mon métier de reporter et je me suis peut-être un peu trompé sur certaines directions prises dans ce livre. Les éditeurs m'ont précisé qu'ils préféreraient que je parle de ma partie consacrée au grand reportage et c'est une direction que je prends et je suis en train en ce moment de remanier effectivement ce projet. Et alors en ce qui concerne votre conférence à Châlons-en-Champagne? Alors la conférence de Châlons-en-Champagne, j'étais aux côtés de Francine pendant ces 2-3 jours et je suis intervenu un moment sur les leurres que pouvait introduire la technologie humaine en rapport avec les observations d'OVNI. Ces leurres sont des objets manufacturés qui sont un télédrone et qui permettent aux militaires de produire des armements et des systèmes d'observation très complexes et qui aident les armées qui seront bien entendu les technologies du futur. Donc j'ai présenté ces différentes possibilités technologiques qui sont maintenant les outils de travail des militaires, en donnant des exemples. Par exemple, un fantassin est susceptible actuellement de partir en opération sur un théâtre de guerre avec dans son dos un engin qu'il peut faire sortir de son sac, le manœuvrer, le faire pivoter dans différents endroits de l'espace pour observer les positions de l'ennemi. Cet engin qui est un petit instrument qui ressemble un peu au modèle réduit qu'utilisent les groupes d'amateurs qui font voler les petits avions ou les petits hélicoptères, eh bien, ce modèle réduit d'armement lui permet d'observer un sniper, une force armée distante de plusieurs centaines de mètres de lui communiquer l'information et lui permet d'adapter sa technique de guerre. Et j'avais expliqué tout ça aux gens à Châlons en Champagne en expliquant que désormais, il sera difficile de repérer
le phénomène OVNI, de ces technologies de pointe. Et au milieu de la salle, certaines personnes considèrent que à cet instant je fais de la désinformation et manifestent leur refus d'accepter ce genre de théorie. En réalité, je me suis aperçu que à Châlons-en-Champagne, nous avions affaire à beaucoup de croyants et à très peu de gens qui voulaient faire une analyse, si vous voulez, objective du phénomène. Donc vous avez été un petit peu chahuté. Alors j'ai été, oui, effectivement, à la fin de mon exposé, car c'était la fin de mon exposé, j'ai entendu des gens me traiter de débuqueur, d'activiste anti-OVNI. Enfin, c'est effectivement ces gens qui se sont manifestés sans vouloir comprendre que je n'avais aucune intention de démontrer l'inexistence du phénomène OVNI en tant que manifestation étrange et bizarre, mais que je voulais prévenir les gens que dorénavant, les scientifiques et les enquêteurs vont être obligés de prendre en compte le paramètre des drones pour essayer de pouvoir faire la différence entre un phénomène OVNI reconnu comme tel et la présence d'un drone qui peuvent effectivement dissimuler ou se calquer sur une apparition d'OVNI. Donc les gens n'ont pas compris ma démarche. Je leur avais expliqué effectivement, plus que j'étais en liaison souvent avec des pilotes, avec des militaires qui étaient observateurs, je pense que tout cet étalage de relations militaires ont donné l'impression aux gens que j'étais envoyé par ou le gouvernement ou les militaires pour dissimuler quelques vérités, alors que mon livre, c'est tout le contraire de tout ça, et qu'il explique au contraire qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été révélées, ou tout au moins médiatisées, par les découvertes du GEPAN au moment de l'enquête du CNES. Donc le procès qui m'a été fait un petit peu par le public était vraiment en contre-indication de ma vraie démarche. Oui, et puis l'actualité récente en Iran va vraiment dans votre sens, dans la mesure où il semble que les vagues d'OVNI se multiplient sur l'Iran, alors qu'en réalité, dans la préparation d'une guerre éventuelle, il s'agit évidemment de vagues de drones. Ah ben, c'est tout à fait ce qui doit se passer, parce que avec l'actualité brûlante qui monte, effectivement, les Américains ou les forces d'observation autour de l'Iran augmentent tous les systèmes de déplacement aérien qui leur permettront d'avoir une analyse objective de la situation. On ne sait pas, mais Oussama Ben Laden, par exemple, a failli être éliminé par un drone dans une année qui précédait l'arrivée de Bush, mais le manque d'information ou le manque de rapidité de l'information transmise aux états-majors a fait que l'autorisation de tir depuis le drone qui pouvait atteindre Ben Laden n'a pas été donnée, et Ben Laden est reparti dans sa grotte et a provoqué les ennuis que l'on sait. Donc les drones sont effectivement une composante militaire maintenant absolument centrale des technologies humaines, et ne pas savoir et ne pas vouloir reconnaître l'existence des drones ou ne pas l'accepter, c'est omettre un paramètre important même du phénomène OVNI. D'autant que ça peut servir les Américains de laisser croire à une vague d'OVNI pour estomper les vagues de drones qui leur sont utiles en préparation militaire. Ah mais tout à fait, exact, c'est à double effet. D'un effet, le premier effet, on peut imaginer que ça va dissimuler la composante OVNI, mais de l'autre côté, on peut prétendre effectivement que ce qui est observé de manière un peu mystérieuse est constitué de drones et va provoquer parmi les observateurs la crainte d'une surpuissance américaine et qui sera absolument infondée, qui sera exagérément décrite. Donc c'est à double effet, effectivement. Donc Robert Roussel est toujours actif dans le domaine OVNI, et c'est pourquoi Francine Fouéré a souhaité qu'il nous rejoigne pour parler de leur activité. D'abord la constitution, puis l'entretien du GEPA. Et vous avez été observateur et participant toutes ces années, Robert Roussel. Oui, moi j'ai beaucoup aimé cette période où René et Francine étaient le centre, le pivot de cette association, de ce groupement d'études des phénomènes aériens, qui était d'ailleurs le seul en France à cette époque à faire un travail exceptionnel, qui était entouré de correspondants de très très grande valeur. Je dis pas ça pour moi, mais je pense à Poher, je pense à des gens qui ont pris des dimensions scientifiques importantes et qui
qui, comme Pierre Guérin, ont été à l'époque des correspondants discrets mais efficaces du GEPA. Et c'est cet organisme d'ailleurs qui a incité le gouvernement, un petit peu à l'image du GEPA, à demander au CNED de créer un groupe de recherche qui a d'ailleurs pris des initiales assez proches de celles du GEPA, qu'on a appelé le GEPAN. Et c'est vous dire la référence que constituait le GEPA. Et pour ceux qui ont côtoyé, ceux qui lisaient les revues et les rapports effectués par les correspondants de Francine et de René, ils se régalaient de la qualité, de la précision des observations faites. Et on ne trouvait pas, comme on trouve maintenant dans cette littérature un peu bizarre, d'exagération, de recherche du sensationnel. On s'en tenait aux faits, aux observations, aux paramètres, et intervenaient parfois des scientifiques qui étaient sollicités par Francine et René pour faire des compléments d'analyse sur le terrain ou des compléments d'analyse sur les photographies qui étaient prises par les témoins. C'était vraiment à cette époque, moi j'en garde un souvenir extraordinaire, surtout ces séances publiques que tenaient René et Francine, qui attiraient un très grand public et qui attiraient parfois des journalistes eux-mêmes témoins et eux-mêmes rapporteurs de phénomènes étranges, qui venaient avec leur petite bobine sous le bras, projeter devant le public leur reportage, et ce qui amenait un complément d'information et une richesse à la soirée. Alors, vous dites cette époque, mais on se situe précisément en quelle année? Ça se situe dans les années 60 à disons, fin 80. C'est Francine qui pourra répondre plus précisément à cette question. C'était la période qui correspondait aussi à une certaine somme d'observations qui était très intéressante. Il a été présenté au cours de ces soirées les recherches sur Valençol, où Roger Masse avait aperçu dans un champ de lavande une sorte d'engin qu'il qualifiait de soucoupe avec deux êtres qui l'ont paralysé. C'était des moments d'analyse très très intéressants, très riches, et qu'on ne retrouve pas actuellement. Alors est-ce dû au fait qu'on observe moins de cas et qu'ils sont moins transmis donc, ou est-ce dû au fait que l'actualité et la somme d'informations étant tellement importante dans tous les domaines que également là, un peu comme les drones, on n'arrive plus à retirer les observations de l'actualité trop forte qui envahit pratiquement tous les médias. Francine Fouéré. Je suis très touché de ce que dit Robert Roussel sur ce passé qui a été extraordinaire. Ça a été peut-être un travail fantastique, mais c'était aussi une joie de te rencontrer ces gens qui apportaient bénévolement leur aide, leur soutien pour cette revue Phénomènes spatiaux, qui n'a eu aucun support publicitaire, et nous n'avions au fond que les cotisations de membres et leur aide. J'aimerais dire pourquoi René Fouéré, dont on vient de parler dans le domaine de la soucoupe volante, s'est intéressé à ce problème. Oui, là on dispose d'un texte que vous allez nous lire. Alors, je vais lire ce que René a écrit dans son propre livre. Le même esprit de recherche qui m'avait conduit à la découverte de l'enseignement de Krishnamurti me valut de prêter mon attention vive, sans aucune prévention initiale et en tout désintéressement, au problème d'année de la présence possible. Une présence dont les implications humaines et philosophiques ou d'ordre spirituel pourraient être immenses, de véhicules extraterrestres pilotés dans l'atmosphère ou sur le sol de notre planète. C'est à l'occasion de cette recherche que nous avons pu apprécier le courage et l'amitié du général d'armée Lionel Macchassin, qui fut président de ce groupement d'études de phénomènes aériens, dans les activités duquel nous avons pris, mon épouse et moi, les plus grandes, les plus graves responsabilités. Et c'est vrai parce que c'était en tout désintéressement, et c'est ça qui a été, au fond, les gens appréciaient la qualité d'écriture de mon mari et le sérieux des recherches. Parce que mon mari ne voulait publier que des observations fortes qui amènent les gens à une prise de conscience, en particulier les scientifiques, les techniciens. Parce que c'était pas facile. Il ne faut pas oublier que pour l'histoire des météorites, ces messagères du cosmos, il a fallu 150 ans pour reconnaître leur existence. Que des cailloux pouvaient tomber du ciel. Voilà, pour reconnaître que des pierres pouvaient tomber du ciel. Lavoisier déniait tout ça et tout. Et comme l'histoire du soucoupe volante date du 24 juin 1949, on a encore quelques années devant nous avant qu'il y ait une prise de conscience du phénomène. Vous voulez dire 47, Kenneth Arnold. Oui, c'est l'observation de Kenneth Arnold qui était une observation très intéressante.
Donc c'est un problème très difficile à étudier parce qu'il ne dépend pas de nous. Donc il faut des observations fortes. Et ce qui est bien, Robert vient de parler des drones, mais moi ce que j'aime ce sont les atterrissages. Parce que quand ça descend et que ça remonte, Robert me dira si les drones peuvent descendre et remonter du sol. C'est ça qui m'intéresse aussi. Parce que ce qui est intéressant quand il y a un atterrissage, c'est qu'il y a des marques au sol qu'on peut étudier. Donc il y a des cas où le témoin est nécessaire pour dire que c'est là, c'est venu. On a besoin du témoin, mais après on ne s'occupe plus du témoin. Parce qu'à une époque, on disait le témoin a des crises, n'importe quoi. Non, la grand-mère est morte, tout ce qu'on voulait. Le pauvre témoin était ridiculisé. Tandis que là, s'il y a des traces au sol, c'est en dehors du témoin. Oui, alors la question a été posée à Robert Roussel. Des drones peuvent-ils monter, descendre, se poser et redécoller? Oui, j'ai bien entendu la question de Francine. Et effectivement, les drones sont capables maintenant de faire tous ces mouvements stationnaires, d'atterrissage, de redécollage et de positionnement bizarre. Sauf que les observations qui sont faites depuis 30-40 ans par les gens, même plus depuis 50 ans, eh bien, bizarrement, ressemblent à ce que font maintenant les drones. Donc, et même de manière encore plus technologiquement intrigante. Par exemple, les ovnis peuvent faire des démarrages à une vitesse folle, effectuer des virages qui n'en sont pas à 90 degrés, posséder des lumières et des éclairages qui sont tronqués, comme on le voit dans certains cas. Ils possèdent une technologie qui visiblement ne correspond pas à l'époque aux capacités technologiques de la planète. Les drones, ce que font les drones, c'est ce que font les appareils conventionnels de l'homme, de l'avion, de l'hélicoptère, mais sur un modèle réduit et avec des figurations spectaculaires pour celui qui ignore complètement qu'il a affaire à une technologie humaine et qui ne connaît pas la forme des drones. Les drones sont capables de représenter des formes les plus bizarres. Et dernièrement, j'ai assisté à un tir au centre d'essai des Landes. Je me suis adressé à un des militaires qui s'occupait de ces lancements de tir, avec qui j'ai parlé des drones précisément, et il m'a expliqué que maintenant on arrivait à construire des drones pas plus volumineux qu'une libellule, c'est-à-dire un objet volant susceptible de porter des informations ou d'en recevoir qui ne dépasse pas le volume de la libellule construite par un homme. C'est vous dire les capacités technologiques que nous avons atteintes. Mais ça ne signifie pas qu'on soit incapable de l'identifier. Une libellule reste une libellule, un phénomène ovni très bizarre avec des comportements incompréhensibles demeure un phénomène ovni. C'est ça que je veux dire. La différence saura s'établir si on obtient une somme suffisante d'informations qui nous permettent de découper le phénomène en tranches et de découvrir quelles sont ses capacités techniques, celles qui sont faites par l'homme et celles qui lui sont impossibles. Alors, Robert Roussel, des drones capables de se poser et de redécoller, c'est une technologie assez récente, ou bien est-ce que sa révélation est récente, mais qu'en réalité, ces possibilités étaient déjà techniquement réalisées il y a bien des années? La capacité, la technologie des drones, admettons, sur le plan d'efficacité, une vingtaine d'années maximum. Et encore, il s'agissait de début, mais les drones qui sont utilisés par les militaires le sont maintenant depuis une dizaine d'années. Mais les drones de technologie hyper pointue, avec une miniaturisation à l'extrême, comme celle de cette libellule dont m'a parlé un officier supérieur responsable du centre d'essai des Landes, elle a un délai de quelques années à peine. Donc on ne peut pas confondre les effets du phénomène OVNI avec des engins secrets qui, il y a 30-40 ans, pouvaient aboutir à la technologie du drone. Vous voyez, c'est complètement exclu, d'autant plus que les témoins des phénomènes OVNI décrivaient des particularités qui étaient totalement incompréhensibles, même aux spécialistes les plus pointus de la technologie. Alors, pour en revenir au GEPA, il vous est arrivé, Robert Roussel, de participer à l'activité de l'association, à la publication de la revue? C'est-à-dire que j'ai collaboré, j'étais jeune journaliste dans l'Est de la France et j'ai découvert l'existence du GEPA, et en tant que journaliste, j'ai eu accès à différentes observations d'OVNI, et après publication dans le journal local, une publication succincte,
je complétais mon enquête personnelle que je transmettais et que j'ai transmis aux gens du GEPA, c'est-à-dire à Francine René-Fouéré, qui, très intéressée, très gentiment lisait ma prose et me conseillait parfois quand il fallait ajouter quelques petites choses, mais était très intéressée par les gens qui leur soumettaient des observations et les publier effectivement dans Phénomènes spatiaux. Et c'est ainsi que j'ai eu le plaisir de voir à plusieurs reprises mon nom au-dessous de différentes enquêtes et de recevoir les félicitations de René et de Francine pour mon travail. Et j'étais extrêmement fier, moi jeune journaliste, de participer, si vous voulez, à la connaissance du public par mes enquêtes qui n'étaient pas très très nombreuses. Et j'étais moi-même abonné, je suivais avec impatience la sortie de la revue, car c'est vrai que les enquêtes qui étaient publiées étaient d'une très grande qualité, et quand on lisait des observations faites dans Phénomènes spatiaux, on était assuré qu'il ne s'agissait pas de choses très mal vues ou inventées. On était sûr que le témoignage reposait sur des choses très très solides. Francine Fouéré, dans ce court texte que vous venez de nous lire, écrit de la main de René Fouéré quant à ses motivations, puisque le mot spirituel n'est pas oublié, j'y vois une cohérence avec son intérêt pour Krishnamurti, l'autre volet de sa vie, à savoir qu'il est évidemment nécessaire, s'il s'agit de manifestations tôle et boulon, avec personnel embarqué, un personnel qui aurait quelques milliers d'avance sur notre humanité, il est légitime de se demander si leur évolution spirituelle est à l'image de leur évolution technologique. Oui, il y avait tout ce côté philosophique auquel pensait René, parce qu'il y avait à la fois cette technique incroyable, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de drone, donc ça avait des manœuvres fantastiques, des allers-retours directs, pas de bruit au décollage. Il y a même des observations étonnantes comme celle de Cussac, où l'objet se pose et puis après grossit avant de démarrer, repartir. Enfin, il y avait des possibilités, des choses qu'on ne pouvait pas s'expliquer. Et René Fouéré pensait que c'était des choses quand même, des observations à étudier. Il se souvenait d'abord non seulement de l'histoire des météorites, mais des travaux de Wegener sur la dérive des continents. Il a fallu aussi longtemps, Wegener est mort avant qu'on ait accepté cette théorie de la dérive des continents. Donc il pensait qu'il y avait un phénomène, plutôt que de se moquer des témoins, il fallait l'étudier. D'ailleurs, Général Chassin avait la même attitude, il se passe quelque chose, on l'étudie, plutôt que de se moquer des témoins ou tout cela. Donc on a eu quand même beaucoup de chance, parce qu'on a, grâce à nos membres, on avait connaissance d'observations qui étaient vraiment très étonnantes et qu'on ne pouvait pas expliquer d'une façon normale. Et je remercie encore Robert Russell qui assistait à nos réunions publiques, qui apportait des documents, et c'était vraiment des échanges très fructueux. Oui, mais alors, au nombre des motivations, chez René Fouéré, il y avait aussi l'aspect spirituel des occupants. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils venaient faire sur Terre ? On pouvait se poser ces questions-là. Quelle était leur façon de penser et de vivre ? Ça posait beaucoup de questions. Puis quand même, savoir qu'on n'était pas le seul globe habité, ça pose aussi des questions, parce que jusqu'à présent, on pensait que la Terre était le seul globe. Et puis, d'où il venait et comment il pouvait venir. Je me souviens qu'il y avait un astrophysicien qui disait « Mais nous, on mettrait un tel temps pour voyager, comment est-ce qu'ils peuvent venir chez nous ?» Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas croire au phénomène, parce que nous, on ne pouvait pas aller chez eux. Bon, ben c'est une idée comme une autre. Un peu primaire quand même. Oui, mais il était diplômé. Hein. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'était très curieux, la raideur parfois cérébrale de certains scientifiques. Tandis qu'il y en a d'autres, au contraire, on est allé voir, je rends hommage aussi à Yves Rocard, ce physicien nous avait reçus avec un ami, Michel Troublé. Il a écouté les observations dont on lui faisait part, en particulier une observation dans laquelle la lumière traversait les murs. Nous, on ne savait pas faire ce phénomène encore. Et il nous a dit « Je mets tout mon laboratoire à votre disposition, mais que dois-je faire ?» La question est toujours la même aujourd'hui. Et ça se passait en 1965. Donc vous voyez que les choses sont lentes à changer. Il ne faut pas perdre l'espoir. Robert Roussel, pour vous, les distances et disons que la vitesse de la lumière réputée infranchissable, c'est un obstacle pour vous, ou c'est juste une méconnaissance temporaire sur notre technologie ? Je ne pense pas qu'il faille prendre comme référence les limitations
présupposés de la vitesse de la lumière qui, d'après Albert Einstein, ne sont pas dépassables et qu'il a parfaitement démontré, car toute la physique qui débouche sur nos connaissances est justement basée sur cette limitation de la vitesse de la lumière. Mais les physiciens, les astrophysiciens vous racontent qu'actuellement on peut imaginer des sortes de raccourcis spatio-temporels, on appelle ça les trous de verre, qui permettraient justement ce franchissement des limites, disons, qui se chiffrent par milliards d'années-lumière, des distances entre différentes galaxies. Ces franchissements par les trous de verre permettraient justement de se déplacer dans l'espace-temps avec des possibilités qui dépassent cette notion de vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est infranchissable, mais il existe dans l'univers des possibilités de raccourcis spatio-temporels qui permettent justement ces déplacements. Voilà, c'est ce que disent maintenant les astrophysiciens. Donc on peut supposer que des sortes d'extraterrestres ou des humanités différentes de la nôtre utilisent ces choses presque quotidiennement et peuvent se déplacer dans la bulle univers, alors que nous sommes cantonnés à notre environnement autour de la Terre et peut-être à nous promener un peu sur la Lune, mais sans plus. Donc psychologiquement, nous restons sur Terre, nous restons dans nos limites, mais la physique, elle, ne dément pas effectivement la possibilité de se déplacer sur des distances et dans des temps très courts. Oui, citons ici le colonel Corso qui a rapporté ce qu'il savait des engins et a dit ceci: il s'agit de machines à maîtrise temporelle. Oui, alors moi je dis toujours, quand on me met sur des chemins, on tente de me faire exprimer ce que je sens par rapport aux théories qui sont émises par des gens qui sont, semble-t-il, informés. Je ne vais pas plus loin que ce que je peux apprendre moi-même, à la fois du témoignage ou en essayant de m'informer auprès d'astrophysiciens, sur la possibilité que certains informateurs détiennent des informations sur des ovnis capturés ou des ovnis qui auraient permis de révéler la technologie extraterrestre. Je suis incapable de pouvoir répondre et de vraiment conforter un avis, car selon moi, les théories qui alimentent tous les mystères sur une possible entente des USA avec des extraterrestres qui leur permettent d'évoluer dans leur façon d'être sur le plan technologique, moi personnellement je suis assez sceptique, car je ne vois pas de différence fondamentale entre ce que savent faire les Américains qui se montrent à la tête finalement de la recherche spatiale et des autres humains. La différence n'est pas tellement forte pour dire qu'il s'agit là effectivement d'un apport d'une technologie extraterrestre. C'est ce que moi je sens. Alors, les théories autour de l'information recueillie autour de vaisseaux spatiaux, dont font référence certains, moi me paraît, sujette à caution et reste à démontrer. Bien sûr, on le met dans un coin et puis on attend le recoupement. On n'est pas obligé de le prendre pour argent comptant, mais simplement il pointe du doigt une possibilité. Et des années peuvent passer avant qu'un deuxième élément venant s'ajouter, lorsque on connaîtra mieux la dimension temporelle, pourra à ce moment-là sembler évidente. Il est prudent de ne pas conclure, bien sûr. Francine Fouéré. Moi, je partage tout à fait l'avis de Robert Roussel. On aime, si je peux dire, on aime la soucoupe tangible. Parce que toutes ces théories, il y a des gens qui vous disent « j'ai piloté une soucoupe volante », des tas de gens qui vous racontent des trucs effarants, parce qu'au fond, il n'y a pas de contrepoids à ces gens qui, c'est un peu comme dans le domaine de la parapsychologie, ceux qui vous racontent des tas de trucs parfois. Et alors, ça fait des barrages pour les gens qui veulent étudier la question. Je trouve que l'attitude de Robert est vraiment très sage. On note ce qui se passe et puis on verra bien. Récemment, j'ai vu tout à fait par hasard une partie d'un documentaire sur la CIA et j'ai souffert. J'ai trouvé atroce parce que à l'époque, quand il y avait un témoin aux États-Unis, on venait lui dire qu'il n'avait rien vu, que c'était faux, tout ça et tout. Et je trouve ça destructeur parce que on aurait pu recueillir à ce moment-là des renseignements intéressants, tandis que là, le témoin était contraint au silence et tout. C'est une chose atroce, la CIA. J'ai vu ça récemment, je ne savais pas quel rôle diabolique elle avait joué. D'ailleurs, il faudrait citer, je crois que vous en serez d'accord, Robert Roussel, le travail de François Parmentier sur la désinformation. Alors, j'avoue humblement
ignorait complètement le travail de François Parmentier que vous venez de citer. OVNI, 60 ans de désinformation. Ah d'accord, ok. Bon. Donc c'est un livre que je vais acheter de ce pas pour m'informer également. Mais la désinformation, si vous voulez aller dans tous les domaines, elle fait partie de la vie de chacun. Si vous voulez, une usine qui fabrique quelque chose et qui ne veut pas le faire connaître à son concurrent, utilisera la désinformation pour l'induire en erreur. Dans notre métier, on la pratique un petit peu, les journalistes, sans le vouloir, des fois, la pratiquent. Moi, je trouve que la désinformation fait partie des défauts et des qualités humaines. C'est une façon de s'enthousiasmer ou de refuser une évidence. C'est ça la désinformation pour moi. Vous avez le souvenir d'avoir été sujet à des tentatives d'intoxication au GEPA? Absolument pas. On a eu toute liberté d'expression. Mon mari était ingénieur, il n'a eu aucune pression sur lui. Moi, j'étais dans l'enseignement. On m'a laissé vraiment tranquille. Et même notre revue, avec l'accord du proviseur, était déposée dans la bibliothèque des élèves. Voilà. Donc, on a eu toute liberté, ça, je tiens à le dire. Pourquoi la publication a-t-elle cessé en 1977? Oh, c'est très simple. Parce que, d'abord, c'était un travail énorme. Et on souhaitait une recherche officielle. Et c'est en 1977 que Claude Poher a créé le GEPA. Donc on a trouvé que notre rôle était terminé et que tout ce qu'on avait comme renseignement, tout ce que j'en voulais donner, c'était pour le GEPA, pour qu'il puisse faire une recherche avec d'autres moyens qu'un groupement. Est-ce que vous avez transmis des archives à une institution naissante comme le GEPA? Non, pour l'instant, rien du tout. Je réfléchis encore. Parce que c'est difficile le problème des archives, parce que comme on s'intéressait à la fois à Krishnamurti et aux soucoupes volantes, c'est difficile de séparer les deux, parce que parfois les deux sont liés. Et puis, je me méfie, il y a des gens qui viennent avec un gentil sourire uniquement pour prendre les choses, alors j'attends. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas que ça aille dans un sac poubelle, ça oui. Tout à l'heure, vous aviez parlé de Téhéran, et dans le dernier numéro justement de 77, de mars 77, il y avait une observation à Téhéran. Ah oui, à l'époque. Extraordinaire observation de 76. Oui. Rien à voir avec les drones, n'est-ce pas? Alors justement, c'est intéressant parce que le fantôme américain qui était parti à la chasse à l'OVNI, tout l'appareillage électronique était tombé en panne. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire encore nous-mêmes. Voilà. Oui, l'objet ne s'est pas laissé approcher à moins d'une trentaine de kilomètres. Il ne pouvait rien faire, le pauvre fantôme. D'ailleurs, ce qui est amusant, on est allé à l'ambassade de l'Iran. À l'époque, c'était encore le Shah et on était reçus d'une façon très, très stricte, très solennelle. Avec beaucoup d'allure. Et ils nous ont dit que les États-Unis s'étaient drôlement intéressés à la question, et les Russes. D'ailleurs, notre revue était envoyée en Russie, dans un centre, le centre scientifique de Moscou, et elle était traduite en russe, vous voyez. Alors, les Russes nous envoyaient des vœux pour la Noël, tandis que les Américains nous envoyaient une cotisation. Voilà la différence entre les Russes et les Américains. Oui, Robert Roussel se souvient de Téhéran 1976? Oui, je me souviens, comme dit Francine, les fantômes, ce sont des avions supersoniques qui constituaient la force aérienne de l'Iran. C'était effectivement une information qui avait fait énormément de bruit, qui avait été reprise par l'AFP, par tous les médias nationaux, et qui avait contribué à rendre plus sensible encore les Français à la création du GEPAN, car elle coïncidait à cette année de la création du GEPAN. Et c'est une observation majeure qui avait fait comprendre que derrière le phénomène OVNI se dissimulait certainement une énorme énigme, peut-être même une présence difficilement réfutable du fait que effectivement ces avions avaient subi des contre-mesures ou au moins des paramètres qui les avaient un peu déglingués, comme on dit entre nous, et qui avaient surpris les militaires et qui avaient même inquiété. Donc c'était une des observations solides qui avait beaucoup contribué à faire bouger le phénomène, au moins en Occident. Oui, pour autant je me souviens, le pilote du Fantôme se voyait totalement désarmé chaque fois qu'il voulait reprendre la chasse. Par contre, l'instrumentation redevenait efficace lorsque la distance respectueuse décidée par l'objet était retrouvée. Tout à fait. C'est un phénomène qui laissait donc apparaître qu'il y avait une sorte de manipulation derrière cette présence. Elle me fait penser un peu à cette observation qui avait été faite par un équipage de Mirage 4
qui avait détecté la présence d'une lumière bizarre autour du mirage, qui évoluait de manière intelligente et que le pilote signalera comme ayant des mouvements qui laissaient supposer que l'objet ou la lumière s'amusait avec le Mirage 4. Donc il ressentait derrière cette présence d'une simple petite lumière qui pivotait autour de l'appareil une sorte d'intention et une sorte de présence qui se jouait des performances du Mirage 4. Et cette observation a figuré dans les comptes rendus officiels détenus par l'armée de l'air au boulevard Victor, que j'ai pu lire au moment où je publiais mon premier livre sur les observations de pilotes recueillies par l'état-major. Il y a une concordance entre cette bizarre présence autour des fantômes qui produisent des effets secondaires et qui induisent un petit peu les courts-circuits, qui court-circuitent un peu les manœuvres à l'intérieur de l'habitacle, et cette présence insolite extérieure au Mirage 4 qui se joue un peu avec l'intelligence des pilotes. Oui, vous racontez ça parce qu'à l'époque, vous aviez l'accréditation défense. C'est ça, je l'ai toujours d'ailleurs. Cette accréditation m'avait permis de lire au boulevard Victor les rapports centralisés par l'armée de l'air, et j'avais été le premier journaliste qui, ayant découvert dans un rapport de gendarmerie une observation de pilote, avait demandé à l'armée de l'air d'ouvrir ses dossiers, car avec Francine Buchy, qui était ma consoeur, nous effectuions à l'époque pour France 3 Nancy un reportage en 3 volets. L'armée de l'air avait dit ça n'existe pas, et moi j'avais dit à l'armée de l'air, écoutez, on a fait une sorte de petit chantage. Si vous ne voulez pas qu'on parle avec vous des observations de pilotes, nous on va montrer au public un rapport de gendarmerie qui spécifie qu'un pilote a fait un rapport auprès des officiels pour raconter son observation. L'armée de l'air, 15 jours après, me disait, écoutez, venez, nous allons discuter de ça, et lui montrer ses dossiers. Et à la suite de ça, quelques temps plus tard, je publiais, il y avait à l'époque une trentaine d'observations, et je l'ai publié dans un livre qui fut diffusé dans les années 80. Oui, ce n'est pas celui dont nous parlions en début d'émission, publié en 95. C'est mon premier livre sur le phénomène OVNI, s'appelait La fin du secret. Ça voulait signifier la fin du secret militaire qui entourait autrefois ces observations, et qui était sous-titré Les dossiers confidentiels de l'armée de l'air. C'était pour la première fois un journaliste, effectivement, racontait comment les faisceaux radars pouvaient ne pas prendre en compte les observations d'OVNI. C'était des spécialistes radars que j'avais interviewés qui m'expliquaient comment la couverture radar pouvait éliminer, parce que trop aberrant, certains passages d'objets, parce que volant trop bas ou volant à trop grande vitesse. Ces objets n'entrant dans aucune classification technologique, ils étaient éliminés par le radar primaire. Donc, pouvaient ne pas apparaître des objets faisant du surplace, volant à 20 à l'heure et démarrant à une vitesse fulgurante de 2 à 3 000 km à l'heure. Donc, les radars les éliminaient parce que ça ne correspondait pas à la technologie de l'époque. Alors, combien d'observations perdues à cause de cette programmation ? Tout à fait, mais c'est une programmation, si vous voulez, tout à fait nécessaire et utile, car en fait, il n'y a pas que les ovnis qui font ces mouvements bizarres et étranges, il y a aussi les météorites, il y a aussi les oiseaux qui volent en dessous de 20 à l'heure, et il y a les météorites qui volent à plus de 3000 à l'heure, qui fait que si nous prenions en compte toutes les observations de mouvements aériens qui vont de très basse vitesse à très haute vitesse, on saturerait le système radar. Vous voyez, c'est ce qui explique qu'un objet donc de très basse vitesse ou à très grande vitesse puisse être éliminé, confondu comme ou une météorite ou comme un oiseau. Francine Fouéré, on parle assez souvent sur cette antenne des lettres humides, et il semble que le GEPA ait, par ses activités, attiré l'attention du ou des auteurs de lettres, et vous avez été destinataire de lettres. C'est juste. Je me souviens, quand j'ai décacheté cette lettre, il n'y avait pas d'adresse, je me dis, chouette, je n'aurais pas besoin de répondre, parce qu'on recevait à l'époque une vingtaine de lettres par jour, et c'était un véritable travail, parce que assumer à la fois une maison, Krishnamurti, le lycée et tout le reste, plus ce courrier. Donc, je décachette cette lettre, je dis, encore des gens un peu tordus, ça ne nous donnera pas beaucoup de travail. Mais vous voyez, c'était une erreur, parce qu'on est allé 2 fois à Barcelone voir les gens, les Espagnols qui s'occupaient de la question. Fariols et d'autres gens. Remarquez comme ça, j'ai pu voir les Pyrénées de haut, donc il y a toujours quelque chose de positif. Et puis,
Mon mari a pensé que dans cette histoire-là, c'était plutôt comme une enquête policière et qu'il valait mieux ne pas en parler sur les toits. On est même allé à la Javie, parce que le coin était très bien. Je trouve que les extraterrestres ou les humides, ce que vous voulez, ont aussi un sens touristique très accentué, très bien. Bon. On a donc regardé ça. On a reçu plein de documents. On en a des caisses entières. Et un ami qui était un technicien a dit que c'était curieux parce qu'il y avait des éléments justes, mais en même temps avec des faux bruits, comme pour brouiller les pistes. Bon, alors donc ça a été traduit, ça a été discuté et tout. Mais en définitive, je pense une chose. Si c'était une personne seule qui fasse ce travail, il fallait qu'elle ait un temps énorme et beaucoup d'argent. C'est une équation parfois difficile à résoudre. Si c'est un groupe, quand c'est un groupe, il y a toujours un jour ou l'autre des fuites. Il n'y a pas eu de fuite. Donc ça nous a laissé perplexes, parce que depuis l'histoire, ils sont venus à la Javie en 1951, nous on a reçu cette lettre vers 68. Donc si c'était vraiment un groupe, on ne donne pas de réponse au fond là-dessus. Peut-être qu'avec le temps on aura des réponses. Il y a des gens qui ont dit une fois, c'est moi qui ai fait tout ça. Ça c'est Jordan Pena. Oui. Je sais, mais est-ce que c'est pas aussi se vanter, se dire voilà, je vous ai fait une bonne blague et tout, c'est moi et tout. Moi je reste très réservé. J'attends parce que vraiment, c'est très délicat cette question. Ce que j'ai mis sur cette histoire, c'est le livre de Sesma, qui dit que les humides sont très étonnés parce qu'ils voient des gens avec un ballon sur un terrain, puis il y a un coup de sifflet et tout le monde s'arrête. Je trouvais que la description était marrante. Il disait qu'il voyait des gens qui tenaient quelque chose à la bouche et ça faisait de la fumée. Ah oui. Et ça les dérangeait beaucoup. En survol de la ville de Montreux, oui. Ils faisaient allusion à la cigarette, bien entendu. Ça les a étonnés. Parmi les premières images qu'ils ont eues de terriens. Donc, sur cette question-là, il y a eu des livres. Il y a le livre de Jean Champollion. Il y a mardi dernier, à la réunion des dîners ufologiques, il y avait quelqu'un qui parlait, son nom Michel. Christelle Seval. Merci. Qui parlait donc des humides. Je n'y suis pas allé pour différentes raisons. Mais ça fait beaucoup de bruit. Il y a Martine Castello, que j'aime beaucoup, qui était venue nous voir pour écrire son livre aussi. Elle était allée d'abord en Espagne, et les Espagnols ont dit, mais il y a quelqu'un qui connaît mieux la question que nous, allez voir René Fouéré à Paris. Donc elle est revenue à Paris. Mais je ne peux porter aucun jugement sur cette histoire-là. Mmh. Robert Roussel. Moi, je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Francine. Francine a tout dit. Je suis incapable d'avoir un jugement sur ce sujet. J'ai lu les livres de Jean-Pierre Petit faire mention à cette étrange histoire. Mais de manière personnelle, je suis incapable de donner un avis. J'avoue que c'est pour moi le plus total mystère. J'aurais tendance à toujours privilégier le doute, car je ne vois pas l'aboutissement de cette chose de manière pratique pour les humains. Donc je ne comprends pas pourquoi ou comment une planète qui est censée posséder une telle connaissance la dissémine sur certaines personnes et pas d'autres, qu'elle choisit justement des gens qui sont peut-être pas forcément même très crédibles, ce qui fait que, vous voyez, il y a tellement d'inconnus, mais en même temps, on a aussi à l'intérieur de ces informations des choses tellement importantes et fondamentales que comment un humain, effectivement, pourrait écrire des choses pareilles sans des connaissances extraordinaires. Ça, voilà, c'est l'énigme totale, c'est tout à fait vrai. Oui, 30 ans d'application pour destiner cela à une trentaine de personnes. Et effectivement, ça pose une grande question quant à la motivation du ou des auteurs de lettres. Ça paraît assez spectaculaire d'entretenir une histoire pendant autant d'années sans aucune fuite quant à la source. Ce qui est le plus étonnant, oui, Francine Fouet, c'est que quand quelqu'un fait une blague, son plaisir n'est complet que quand il s'en vante après. Il y a quelqu'un qui avait pris une photo de soucoupe volante, c'est-à-dire une maquette qu'il avait jetée du haut d'un bateau. Il était officier de marine. Il a photographié. La maquette était parfaite. Ça avait une soucoupe volante merveilleuse qui a illustré pendant 10 ans des tas de couvertures de livres. Et puis après, il a dit, vous savez, c'est un faux. Et là, ce qui est étonnant, c'est que personne ne vient dire que c'est un faux. Alors, ou celui qui a fait la blague est mort, donc il ne peut plus rien dire, ou alors on reste dans le mystère, là. Mais votre prudence, comme celle de Robert Roussel, font plaisir à entendre parce qu'il y a tant de spécialistes, avec force guillemets,
qui s'empresse de conclure, pour ceci ou pour cela, la prudence est plutôt du côté de la sagesse, oui. Et l'analyse des passionnés. Bien, il nous reste une dizaine de minutes environ. Comment rendre un meilleur hommage encore au travail si patient, si dédié de René Fouéré concernant non plus Krishnamurti, c'était la première partie de l'émission, mais les ovnis. Francine Fouéré, soit par un souvenir, une anecdote quant à la méthode par exemple, soit un extrait de ses textes. En fait, René avait toujours cette même ouverture d'esprit, et je sais que quand un témoin venait le voir, il écoutait l'observation. Et je me souviens de cette anecdote où quelqu'un nous raconte ce qu'il a vu, puis il nous regarde et puis il éclate en sanglots. C'est drôle de voir un homme pleurer. Il nous a dit, quand je racontais mon observation à des gens, tout le monde se moquait de moi. Tandis que là, vous m'écoutez et vous me redonnez confiance parce que ce que j'ai vu, je n'ai jamais compris ce que j'avais vu. On avait entendu une fois M. Paul Févelet, qui, jeune, à l'âge de 16 ans, avait vu en 1934, en Angleterre, il avait été pris dans un pinceau lumineux par un engin silencieux au-dessus de lui. Cela a flanqué la trouille pour toute sa vie. Eh bien, et il se disait, j'aurais bien voulu savoir ce que c'était. Au fond, les témoins, il faut les prendre au sérieux. Il faut voir. Parce que dans notre... On a fait, je sais pas moi, plus d'une centaine d'enquêtes. S'il y en a 4 ou 5, et encore, qui se sont moqués, qui racontaient des blagues, c'est le maximum. Donc, toutes les observations ne sont pas faites par des fous. Ça existera toujours, bien sûr, mais dans l'ensemble, les témoins sont corrects. Quand on avait vu Maurice Mas, qui lui a fait l'observation du 1er juillet 1966, qui avait été pris par des petits bonshommes qu'il avait immobilisés sur place, eh bien, vous savez, on ne peut pas inventer ça. C'est un drôle de choc pour les témoins. Et Robert Roussel, qui a enquêté, peut dire la même chose. Quelqu'un qui a vu vraiment quelque chose en reste marqué pour son existence, et avec toujours ce problème, pourquoi, et ça. Ils sont tous en train de se poser la question. Robert Roussel. Moi, je confirme tout à fait ce qu'a dit Francine. Ce qui m'a, moi, le plus intrigué, j'ai vu effectivement et j'ai entendu des témoins me raconter leur histoire, mais je crois que ce qui m'a le plus intrigué dans toutes ces histoires que depuis pas mal de décennies maintenant je côtoie, c'est de lire la note numéro 17 du GEPAN relative à l'amarante. Cette note est extraordinaire, elle est d'une précision fantastique. C'est un monsieur qui fait la profession de biologiste, qui est donc un scientifique de base, et qui observe dans son jardinet, qui fait quelques mètres carrés dans la banlieue de Nancy, un objet qui fera 80 cm, je crois, de diamètre, venir en sustentation au-dessus d'un massif d'amarante, et il le voit pendant 20 minutes. Il explique que, comme il fait des analyses et qu'il passe sa vie à regarder sa montre pour déterminer le temps de l'analyse, il a regardé sa montre au moment où est arrivé l'objet, et il l'a regardé au moment où il s'est envolé, il a décollé à la verticale, et il a noté que ça faisait 20 minutes. Cet homme tourne autour de cet objet, se demande si c'est une bombe, se demande si c'est un engin manufacturé, et il ne comprend pas. Et pendant 20 minutes, il voit cet objet qui reste fixe. La partie supérieure, il la décrit comme étant translucide, avec à l'intérieur une sorte de gel qui avait la couleur bleu lagon, comme il dit, des mers du Sud. En dessous, la moitié inférieure ressemblait à du beryllium. Du beryllium, c'est-à-dire un alliage qui constitue les missiles et les fusées, et que lui, il avait déjà vu puisqu'il est scientifique. Enfin, en bref, il décrit une structure à quelques mètres de lui, à presque centimètres de lui, avec une honnêteté, une précision extraordinaire. Le massif d'Amarante va subir un traumatisme très net qui va être constaté par les gendarmes quand ils vont recueillir quelques heures plus tard les végétaux. Le scientifique du GEPAN intervienne 24 heures après, recueille l'information, le témoignage du bonhomme. Nous avons affaire ici au témoignage le plus, à mon avis, le plus scientifiquement établi et le plus extraordinaire sur le plan du vécu et du rapproché. C'est ce témoignage qui me fascine le plus, et pourtant je peux vous dire que j'ai entendu des pilotes parler d'étranges lumières qui les ont poursuivis, j'ai vu des témoins me rapporter la présence d'objets lumineux à disons 200-300 mètres d'eux avec des évolutions bizarres,
Mais cette histoire rapportée par une note scientifique établie par le GEPAN, c'est-à-dire par le CNES, est à mon avis le témoignage le plus irréfutable, le plus solide jamais établi par un groupement scientifique. Et si les gens, et je pense qu'il est épuisé, c'est ça le problème, si les gens pouvaient lire ce témoignage de la note numéro 17 faite par le GEPAN, ils seraient absolument interloqués de la puissance de ce témoignage. Francine Fouéré. Je rejoins Robert Roussel parce que j'ai toujours pensé qu'une seule observation devrait être suffisante pour attirer l'attention. J'aimerais quand même encore redire l'attitude de René, qui avait écrit dans la préface, la présentation qu'il avait faite du texte de MacDonald, qui était un chercheur américain remarquable, un scientifique aussi. Il avait écrit « Si les soucoupes volantes sont bien des machines spatiales venues d'ailleurs et pilotées ou téléguidées par des représentants intelligents d'une ou de plusieurs races extraterrestres techniciennes, le problème que leur présence et leurs évolutions posent n'est pas simplement un problème intellectuel passionnant, réservé à des esprits savants et curieux, c'est un problème qui intéresse, qu'elle en soit ou non consciente, toute l'humanité. Et c'est vrai, je trouve que ça intéresse tout le monde. Oui, et le temps est fini où on se moquait du témoin comme assassiner le messager sans se préoccuper du contenu du message. Les témoignages abondent maintenant. Le Cometa a été publié en 1999. Donc, on a de quoi maintenant approfondir, creuser le temps du ridicule. Mais, vous savez, le ridicule, c'est souvent un réflexe de peur face à l'inconnu. Et ce temps est passé. Mais mon mari m'avait dit un peu à la fin de sa vie que peut-être notre cerveau, notre intelligence ne sont peut-être pas structurés pour comprendre ce phénomène. Voilà. Si je peux, il y a encore des gens qui continuent à étudier la question. Il y a des petites revues, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'on peut les citer ? Mais bien sûr. Alors, j'aimerais citer quand même si on n'est pas d'accord avec tout le contenu, loin de là, Lumière dans la nuit. C'est une revue d'ufologie faite par Joël Ménard, boîte postale 3, 86 800 Saint-Julien-Lars. Il y en a une autre. Contact OVNI, Humofra Géo-France, Centre d'études OVNI France, boîte postale 21, 13 170 La Gavotte. Il y a un livre remarquable qui est sorti, Le guide des livres ufologiques francophones, 1951-2000, par Didier Charnet et François Hess. Et ils font aussi une revue, Ufologue, Association Nexus. C'est un livre qui est remarquable parce que quand on cherche maintenant renseignement, c'est très pratique à documenter. Et surtout, il y avait Robert Roussel, que je ne vais pas oublier de citer. Et puis, il y a eu différents livres qui sont parus juste au moment de Châlons en Champagne, l'OVNI sur les Suisses, OVNI en Champagne. Chacun étudie les ovnis dans son coin. Il y avait OVNI en Bretagne avant, de Jean-François Boédec. Il y a un dossier Alsace. Enfin, chacun étudie la soucoupe dans son petit coin. Et il y a aussi des repas ufologiques un peu partout en France maintenant. Ça se multiplie à l'image des repas ufologiques parisiens. Et c'est intéressant qu'il reste des contacts. Voilà. Alors, Robert Roussel, est-ce que cet ouvrage publié en 1995 chez Albin Michel est toujours disponible ? Oui, je pense qu'il est toujours disponible. J'ai reçu récemment une lettre d'un lecteur qui m'a dit s'il est disponible, il est aussi accessible chez les bouquinistes et chez les gens qui font le travail de centraliser ses ouvrages. Mais je crois qu'il est encore disponible chez Albin Michel. Voilà. Alors, il faut demander les dossiers cachés de l'enquête officielle. Voilà, les vérités cachées, de l'enquête officielle. Robert, j'en ai encore à la maison. Quand tu viendras. Ok. Bien, on va vous remercier tous les deux. On a donné de notre mieux toutes les références nécessaires à la fin. Il y a aussi maintenant, depuis quelques années, l'Internet comme moyen de recherche et d'archivage. Et les sites ne manquent pas non plus. En remerciant donc Robert Roussel et puis Francine Fouéré, j'espère qu'on a rendu un hommage en deux parties, avec Krishnamurti d'une part et les ovnis d'autre part, à une large part de la vie de votre époux René Fouéré. J'en suis très touché parce que ça a été extraordinaire de vivre à côté d'un chercheur dans tous les domaines, parce qu'il y avait non seulement Krishnamurti, soucoupe volante, mais il y avait aussi la parapsychologie, il y avait toutes ces études-là dont on ne peut pas toujours parler. Mais enfin, il y avait toujours cette ouverture d'esprit que j'aimais bien, et cette bienveillance aussi envers les gens. Mais je remercie Robert Roussel de son témoignage, ainsi que Philippe Muller. J'en suis très très touché.
Radio... Et évidemment, oui. Didier. Merci, France. C'est moi qui te remercie, Francine, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu as fait pour cette cause extraordinaire. Radio Ici et Maintenant, 95.2. La Vague d'OVNI, chaque mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Une série produite par Didier Deplège, Alexandre à la réalisation.